Mixtape Messiah. Le Cercle des journalistes, votre émission d'analyse des faits politiques, économiques, sportifs et bien sûr sur le plan culturel et environnemental chez nous à Anéro, au Togo, en Afrique et dans le monde. Le Cercle des journalistes, votre émission. Mixtape Messiah. Bienvenue dans l'émission Le Cercle des journalistes sur la radio Delta Santé. Aujourd'hui, c'est le mercredi 21 août 2019 et nous avons beaucoup de sujets à aborder tout au long de ce programme. Nous parlerons de la pluie de gaz lacrymogène qui est tombée dans les localités de Bamakopé, dans le secteur de Djaglé, de Noudokopé, de Gbetchogbe. Pourquoi? Eh bien, selon nos informations, les familles Passera disent être les propriétaires de tout le village et que les populations doivent déguerpir. Donc, elles ont eu à solliciter la police qui a donc fait usage de gaz lacrymogène. Dans cette émission également, nous allons parler de cette performance saluée donc par la sous-région ouest africaine par rapport à la deuxième place qu'occupe le Togo selon l'UEMOA en augmentation des recettes budgétaires en 2018. La question qui se pose, quelle est la retombée dans le panier de la ménagère au Togo? Nous allons en parler dans cette émission. Élection municipale partielle du 15 août dernier, les résultats provisoires sont tombés depuis hier. UNIR rafle 42 sièges sur 63. Eh bien, on attend donc la confirmation de ces résultats par la Cour constitutionnelle. Nous allons également, dans ce programme, aborder le sujet relatif à la déclaration donc de Tikpi Atadam qui est sorti et qui a prononcé une phrase qui fait sensation et fait couler d'encre de salive. Il dit, je cite, « Dans un naufrage collectif, le sauvetage individuel est illusoire. Nous libérer ensemble ou périr ensemble. » Voilà, donc on va décortiquer cela quand on sait que juste au lendemain des législatives auxquelles l'opposition n'a pas participé, la formation de Tikpi Atadam était la première à quitter la C14. Sokone, oui, la région de Tikpi Atadam est encore, entre autres, un lieu de siège qui ne dit pas son nom depuis le week-end. Eh bien, gendarmerie, police, militaire, on déverse des gaz lacrymogènes sur des populations en réunion au sein pour le compte du parti et PNP. Tabligo, l'enfer, c'est Scan Togo. Le néocolon, c'est Eric Goulignac qui exploite le clinker pour la cimenterie de Sikakondi contre l'extrême pauvreté des populations. C'est le site L'Indépendant Express qui le dit. 2020, année des élections au Togo, en Guinée-Conakry et en Côte d'Ivoire. L'Afrique de l'Ouest sera-t-elle en ébullition ou en sécurité pour ces joutes électorales? La question mérite d'être posée. Et puis nous allons également aborder un sujet qui est relatif au sport. Et des arbitres ont été sanctionnés. Un arbitre que nous connaissons très bien ici à Nérol, l'officier de police Adam Biaou, a écopé de 8 ans, donc sans des activités sportives. Nous allons également parler du permis de conduire pour les motocyclistes. Le délai qui avait été donné par le général Yark Demram a été reposé jusqu'au 1er décembre. Et puis, parler également d'une activité des faits sociaux ici, haute tension. Vous savez que nous avons des jardins, des maraîchers qui travaillent ici à Anéro et le long donc de la route Lomé Anéro, et on constate justement que certains maraîchers travaillent sous des hautes tensions. Est-ce que c'est une sécurité pour eux? Eh bien, on va aborder le sujet. Voilà les grandes lignes, mesdames et messieurs, de l'émission Le Cercle des journalistes. On va démarrer par cette information relative aux hautes tensions. C'est que les maraîchers ont besoin donc de ce maraîchage-là pour vivre. Alors, on sait également que les maraîchers qui ont besoin de vivre ont besoin de travailler. Et il se trouve que parfois, il y a des hautes tensions qui passent à des endroits et les maraîchers travaillent là-bas tranquillement. Et la CET se plaint du fait que, généralement, lorsqu'ils travaillent là-bas, si ce sont des poteaux en bois, et les maraîchers arrosent tous ces poteaux-là qui finissent par pourrir.
et qui tombe. Ça fait des frais à la sécurité et parfois également, lorsque on arrose, on peut s'oublier à un moment donné, si l'eau va directement à la haute tension, tout le secteur sera électrocuté, les gens vont mourir, pourrir carrément. Donc voilà, il faut donner rapidement ou réveiller, éveiller, conscientiser, sensibiliser nos amis qui travaillent sous les hautes tensions que c'est très dangereux. On va souhaiter d'abord la bienvenue à nos confrères. Yves Akesson, bienvenue, bonsoir. Bonsoir Tony. Est-ce que le micro de Yves marche? Dites-moi oui, ça marche. Bonsoir Yves. Bonsoir Tony. S'il vous plaît. Oui, ça marche. Okay. Ça ne marche pas? Ça marche? Oui, ça marche. Ok. Bonsoir Tony. Bonsoir auditeurs, auditrices de la radio. Ça marche. S'il vous plaît. Bonsoir Tony. Bon. Bien, on va souhaiter la bienvenue à Edmond Maugbe. Bonsoir. Bonsoir Tony, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Justin Nani qui est encore arrivé déjà depuis la capitale pour nous soutenir. Tony, bonsoir, bonsoir à tous les fidèles. Voilà, donc il faut trouver une solution à ce micro. Bonsoir Denis Gossou. Bonsoir Tony, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Ça marche? Ça marche toujours pas. Ah. Allez, donc en attendant de vous souhaiter la bienvenue, on va donner la parole à Justin Nani, voilà, pour cette information qui est relative à nos frères maraîchers qui travaillent justement dans leur jardin tranquillement, mais sous des hautes tensions. Ben, je pense que c'est un fait qui est trop grave, qu'il faut quand même relever. Mais si aujourd'hui le constat est fait que la plupart du temps, ces maraîchers qui n'ont rien et qui n'ont aucune information en la matière se comportent ainsi, c'est parce que quelque part, on n'a jamais communiqué sur ce sujet-là. Donc lorsqu'on n'arrive pas à freiner, à maîtriser les contours, il y a ce genre de problèmes qui arrivent, mais c'est un problème purement technique. Maintenant, on peut estimer que pourquoi, lorsqu'on dort sous la haute tension, et c'est à ce moment qu'il y a problème. Alors qu'en réalité, et quand on retourne un peu au niveau de la science, donc l'énergie électrique est produite par l'eau. Ça vous dit que lorsque vous dormez sur la haute tension, il y a forcément ce qu'on appelle l'attraction. Et lorsque vous dormez sur la haute tension et que par malheur il pleut, vraiment c'est le catastrophe. Donc je pense que pour éviter ces genres de problèmes, il faut communiquer autour. Et ce n'est pas seulement au niveau des maraîchers. Et je me rappelle que ça fait 2 ou 3 ans, je me suis retrouvé au Ghana. Et dans le quartier de Abelingpe, il y a haute tension qui passe par là, au-dessus de certaines maisons. Donc l'État a pris donc sur lui la responsabilité d'aller non seulement informer, mais de trouver un autre lieu d'habitation à ces populations-là. Donc ici au Togo, le constat est fait. Quand vous allez au quartier de Kagome, il se passe pas mal d'activités. Donc les gens travaillent sous la haute tension, oubliant que lorsqu'on se retrouve dans la saison pluvieuse ou ailleurs, il y a des problèmes, des phénomènes et des catastrophes des fois même qui surviennent. Donc je pense que c'est un problème qui est réel aujourd'hui. Il revient à ces techniciens-là de communiquer autour, de sensibiliser les maraîchers dont il est question dans ce sujet, et pour qu'ils puissent quand même comprendre et éventuellement leur trouver donc d'autres lieux d'habitation pour éviter et les problèmes qu'on peut véritablement avoir demain ou après-demain, personne ne sait. Merci beaucoup. On va souhaiter la bienvenue à Yves Akesson. On va tenter encore pouvoir. Bonsoir Yves. Bonsoir Tony. Ça refuse toujours le micro de Yves Akesson. Moi, je vais vous donner mon micro. Comme ça, c'est dommage, mais on va gérer. Bonsoir Yves. Bonsoir Tony, bonsoir auditeur du site de la radio-télévision Delta Santé. On va souhaiter la bienvenue à Denis Gossou qui va s'approcher de notre confrère Edmond Maugbe. Bonsoir Denis. Bonsoir Marcel, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Voilà, et nous sommes en train de parler de ce problème. Je crois que Justin en a déjà parlé, mais Edmond, je ne sais pas si tu as quelque chose d'autre à ajouter. Bon, je crois que si j'ai quelque chose à ajouter, c'est pour l'appuyer. Et oui, allez. Je crois que vous allez mettre votre micro sur la tige, c'est mieux. Voilà. Je crois que je n'ai pas grand-chose à dire, c'est tout juste pour l'appuyer. Donc je crois que je n'ai pas grand-chose à dire, c'est tout juste pour l'appuyer. Pour dire que celui qui a l'information a le pouvoir. Tout à fait. Vaut mieux tard que jamais. Et je crois que nos paisibles
Et parents qui travaillent sous les hautes tensions sont souvent exposés, ils ont des problèmes, même ils ont eu des maladies à partir de ça. Et ce n'est pas parce que à cause de l'eau, mais il y a d'autres réactions qui peuvent agir sur eux. Mais aujourd'hui, lorsque l'information est venue, cela est à saluer. Il va falloir que ces parents-là soient beaucoup plus imprégnés des dangers auxquels ils sont exposés. Maintenant, quitte à maintenant au pouvoir même, à nos autorités maintenant d'informer, d'amplifier l'information. Tout à fait. Aller jusqu'à même à l'intérieur du pays, tous ceux qui sont sous les hautes tensions, de ne pas travailler sous ces hautes tensions parce qu'ils sont exposés. Donc, quand ils auront l'information, je crois qu'ils savent que c'est de leur vie il s'agit. Merci beaucoup. Et puis, quand ils arrosent leur jardin, leurs produits maraîchers, ils arrosent également sous les poteaux électriques. Eh bien, l'humidité aidant, ces poteaux électriques, ça fait ça parfois. Et puis, le permis de conduire, on va en reparler pour les motocyclistes au Togo, histoire de diminuer les accidents de la circulation dans notre pays. Le ministre Yark Dameram y tient vivement. La date a été repoussée, certes, pour commencer par sévir, mais Denis Kossou, je sais que dans ce studio où nous nous trouvons maintenant, seul Yves Akeson préfère aller à voiture. Nous sommes déjà à moto et c'est un souci pour nous de nous trouver rapidement et de passer ce concours-là. Justin et moi, Maoubé et puis toi-même, nous sommes en moto. C'est Yves tellement qui préfère la voiture. En fait, est-ce que tu as déjà préparé tes dossiers? Je suis en train, comme tout autre Togolais qui est usager de moto, je suis en train de réfléchir. Le permis de conduire, le permis de moto, en soi n'est pas une mauvaise chose. Ah oui. Mais comme on le dit toujours, il manque toujours la manière. On ne peut pas, je ne sais pas, dans un délai d'un mois, dire à tout le monde que bon, vous devez avoir le permis, quand on sait que ce n'est pas aussi dans les habitudes, ce n'est pas quelque chose à encourager. Mais on a l'impression qu'au Togo, on veut toujours mettre les gens devant le fait accompli. Nous avons tout le pouvoir, c'est ce que vous devez faire. Ou vous ne le faites pas, vous serez sanctionné. Non, selon le gouvernement, c'est dans notre intérêt pour éviter les accidents de la route. Personne ne dit le contraire. C'est dans notre intérêt. Mais est-ce que on est sûr que jusqu'au 20 septembre, d'abord, est-ce que on pourra former les gens sérieusement? Moi, je me trouve que dans ces histoires-là, ou soit on est en train c'est dans la logique des préparations des élections de 2020, où il faut vraiment renflouer les caisses de l'État. Pourquoi je le dis? Parce que selon les explications, c'est quelques jours de formation, et puis on vous délivre, et puis on vous donne un support pour que vous-même, vous puissiez renforcer votre capacité au fil des jours. Je me dis que est-ce que c'est vraiment ce permis-là qui compte, ou c'est tout simplement l'argent qu'on cherche derrière? Donc je me dis, il y a beaucoup de choses, c'est bien pour la population, mais il y a beaucoup de choses qui se cachent dans ce soi-disant permis de conduire. Quand on sait sur la route aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres dangers et qui malheureusement ne sont pas pris en compte par le pouvoir public. Merci beaucoup. C'est important quand même d'avoir ce permis de conduire, d'apprendre le code de la route. Yves Akeson, j'étais en train de blaguer avec toi parce que là c'est un souhait pour que tu nous reviennes le lendemain avec ta voiture. Je loue toujours la voiture, je ne suis jamais à moto sur de longues distances. Alors, la carte d'identité, une photocopie de la carte d'identité, de l'acte de naissance, 2 photos d'identité, et puis quoi d'autre? La photocopie, j'ai tout dit, avec une somme de 5 500. Et puis, on va passer le permis, mais avant, apprendre le code de la route. Je crois que c'est très bénéfique quand même pour sauver des vies humaines. Comme l'a dit mes prédécesseurs, c'est tellement précipité à mon avis. Parce que le gouvernement a repoussé la date aujourd'hui. Ce n'est plus le 20 septembre. Le gouvernement a dit à partir du 1er décembre, on va commencer par sévir. À la bonne heure, mais il faut des structures. Pour passer des permis, il faut des structures. Même en voiture, il faut des structures. Bon, les structures sont où? Comment est-ce que ça va se faire? Mais est-ce que... Il n'y avait pas eu de sensibilisation, c'était brutal. Voilà. Comment est-ce que ça va se faire? Mais on aurait aimé que ça se déroule dans les chefs-lieux de préfecture. Bien sûr que tout cela réuni, moi je crois que c'est bien beau de protéger la population. C'est leur rôle régalien, c'est bien.
Mais comment est-ce que ça va se faire? La population devait être informée, éduquée à la matière avant d'y aller. Selon nos informations, tout se fera à Lomé et toutes les préfectures, tous les gens qui vont venir déposer leur dossier, si vous êtes à Dapan, on va vous programmer, vous allez descendre de Dapan pour venir passer l'examen à Lomé. Si vous êtes à Mango, pareil. Si vous êtes à Néron, c'est comme ça. Je crois que je me dis toujours des choses là tout le temps que nous sommes indépendants, ça fait près de 60 ans, si on peut le dire ainsi. Pourquoi ne pas décentraliser les choses? On dit des fois que nous voulons décentraliser les choses alors que ça ne s'est jamais fait. Même pour des casiers judiciaires, si vous êtes né à Néro, vous êtes de Dapan, vous devez retourner à Néro, ou bien c'est des choses qui ne sont pas normales en état normal. Mais aujourd'hui, moi je me sens tellement fier que le chef de la sécurité nous dise cela, mais le délai est tellement court. Suite aux réactions de la population, on a prorogé jusqu'au 1er décembre pour mais déjà à partir du 20 septembre, le gouvernement dit qu'on va commencer. Combien de motos on a vendu au Togo? Il y a plus de 400 000 motos vendues au Togo. Combien de motos ont quitté Bénin, la République béninoise, Nigeria, Ghana pour le Togo? Personne ne sait. Donc, il faut d'abord structurer cela au niveau de l'État et savoir combien de personnes sont venues. Est-ce qu'un Ghanéen qui a sa moto, qui a sa permis, doit refaire cela au Togo? C'est des critères qu'il faut. Parce que lorsque vous avez des écoles dans votre État et que vous avez formé des hommes intelligents... Quand vous avez un permis au Ghana, vous n'avez plus besoin du permis du Togo, puisque avec le permis togolais, les gens roulent au Lomé-Cotonou. Voilà. C'est l'espace CEDEAO. Voilà. Et c'est pour cela que je vous dis, combien ça coûte là-bas? Est-ce que les Togolais ne vont pas aller là-bas le faire? Combien ça coûte au Togo? Donc c'est des critères. Si réellement nous voulons que l'État togolais se développe, il faudrait dire tout cela et puis comprendre tout cela avec, n'est-ce pas, la sensibilisation. Lorsque vous passez, vous annoncez, il y a des effets annonciateurs, vous annoncez cela au niveau de toutes les communes et autres là. Après, vous aurez des résultats. C'est sur cette base-là que vous devez faire des choses. Parce qu'à Néro, ici, nous avons beaucoup de motos qui viennent du Bénin, qui travaillent ici et qui rentrent dans le Bénin. Est-ce que vous pouvez arrêter ces personnes, leur demander maintenant, dans votre pays, les permis, vont vous brandir les permis que vous ne connaissez pas? Donc, je me dis que c'est bien ce Mais cela n'empêche pas le gouvernement d'organiser son pays. Hein. Bien sûr, je suis d'accord avec le pays. Je suis d'accord avec les gestions du pays. Et je suis fier de ce qu'ils ont fait. Parce qu'il était une fois dans ce pays, lorsque les émigrants, vous voulez aller acheter la moto, on vous dit, vous payez avec assurance. Et les gens payent cela avec assurance. Leur assurance sous la main. Nous payons pour une assurance d'un an. Voilà. Nous payons la moto avec une assurance d'un an. Mais lorsque, par malchance, vous faites accident, qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous allez sur leur plateforme ou bien vous allez au niveau de l'assurance, qu'est-ce qu'on vous dit? Le permis de conduire. Vous n'avez pas tort, vous avez raison, on va vous accompagner, votre permis de conduire. Vous n'avez pas ça. Et on n'avait pas ça, qu'est-ce qui s'est passé? Mais on vous laisse comme ça au carreau et vous démerdez. La société d'assurance garde votre argent pour toujours. Voilà. Donc maintenant, lorsque l'information était venue, moi je suis très fier de cela parce que aujourd'hui les Togolais doivent savoir que sans permis de motocycliste, vous ne pouvez pas gagner l'assurance. Alors que l'assurance est payée toute une année sur les motos. C'est une information à garder jalousement. Mais l'autre côté, c'est que tout a été précipité d'une manière, d'une autre. C'est pas possible. C'est peut-être à cause des morts enregistrées dans ce premier semestre de l'année et qui a véritablement poussé le gouvernement pas avec la décision de l'État. Mais nous voudrons que dans les règles de l'art, il faut un délai, il faut avoir la carte. Comment est-ce que vous pouvez maintenant arriver au niveau de Togo 2000 faire votre permis, les cartes, vous allez passer par où? Les cartes des motocyclistes. Comment est-ce que ça se fait? Ou bien, il y a des modules. Donc, il faut des sensibilisations, des formations. Il faut des modules pour partager à tout un chacun. Mais je voulais un peu revenir pour
les hautes tensions. Oui. Les hautes tensions, je vous assure que c'est bizarre qu'au Togo, les hautes tensions, sous les hautes tensions, c'est pour l'État togolais. Tout le monde le sait. Mais qui loue ces places-là à ces personnes, à ces jardiniers? C'est les l'État jardiniers togolais. que nous avons enquêtés disent que c'est la commune qui nous loue ici. Mais est-ce que c'est nous qui allons protéger Mais l'État vous loue cet endroit, mais ou la commune vous loue cet endroit, mais vous êtes en danger. Hein. Vous Si payez. vous mourrez, vous Et mourrez. Qui paie? C'est la population qui paie. Oui. Mais qui a le droit de nous protéger? Dans ce cas, C'est l'État. la commune vous dira, je vous donne cette portion, mais n'allez pas sous Mais si ça n'est ainsi, les hautes tensions. Non, si ça n'est ainsi, la commune ne peut pas louer les lieux de danger à sa population. Nous n'avons plus la protection. D'accord. Donc, à quitte à eux de c'est- revoir leur position. C'est un aspect qui est noté. Je crois que Denis Guélo, je si vous voulez voudrais réagir. juste ajouter quelque chose. Nous, quand on était enfant, sous les hautes tensions, il y avait de grandes rues. Mais savez-vous qu'à un moment, on a dû, je ne sais pas qui est responsable de ça, mais on a dû encore couper des demi-lots sur ces rues-là. Oui, je parle de la zone de Thiévier. Et c'est comme ça. Il y a Donc, de grandes hautes tensions aujourd'hui qui passent dans la ville de Tchévier. de Thiévier. Et avant, c'était des rues de 74 mètres, mais qu'on a trouvé que c'était trop grand. Et puis, à une année comme ça, on a dû encore serrer ses voies. Et d'autres étaient obligés de payer ces demi-lots-là parce que leur maison était enclavée. Si on laissait d'autres personnes acheter ces demi-lots-là, ils ne trouveraient pas de voie pour rentrer chez eux. Et donc, beaucoup ont dû acheter malgré eux ces demi-lots coupés sur l'emprise des hautes tensions. Voilà. Allez, merci. Edmond, je sais que tu as déjà préparé tes dossiers pour le permis de conduire, hein, parce qu'un bon citoyen. Moi, je crois que l'idée est bonne, mais c'est la manière et le réalisme qui manque. Et le régime a déjà ratifié le tir. Hein. Non, il n'a pas rectifié. Il n'a pas rectifié. Il Dans a la prolongé mesure où la je date. parle du réalisme. Il a rallongé la date. Oui, je parle du réalisme parce que quand on fait le bilan de la population, on fait un calcul sur la population des motos au Togo, je crois que le réalisme manque. Et c'est pourquoi je rejoins le grand-père qui a parlé des préfectures, de l'organisation. Il va falloir qu'on mette des structures dans chaque préfecture. On forme vraiment des gens. On forme d'abord ceux qui vont former les gens. On les forme d'abord. Et maintenant, c'est à eux maintenant de former les motocyclistes et les examines. Donc je crois que c'est comme ça doit se faire. Et le montant dont il parle, il a parlé tout à l'heure. Il a dit quelque chose. Et trop d'impôts, ça tu l'imposes. Ce qu'on Il a dit. dit que ceux qui louent ces terrains aux maraîchers. Oui. Donc je crois que si des gens vont donner 5500 alors que d'abord les plaques au Togo, les plaques pour les motos au Togo c'est 50 000. 50 000. 50 000 alors qu'au Bénin à côté c'est moins de 15 000. Oui. Je crois qu'il y a un problème et on dit que les gens vont avoir un permis de conduire encore 5500 alors qu'il y a d'autres papiers à faire tout autour et je crois que c'est pas 5000 parce qu'ils ont dit que après quand vous donnez l'argent là vous aurez encore d'autres informations, ça veut dire qu'on aura encore des dépenses à faire. Donc ça c'est pourquoi je rejoins maintenant celui-ci pour dire que Denis Gossou pour dire que en fait le gouvernement a une idée bien cachée pour sortir cette information. Sinon, il n'y a pas du réalisme. En tout cas, le permis de conduire est très important et il est important partout. Justin Nani est arrivé, on t'a annoncé déjà. Mais je sais qu'un bon citoyen, tu es en train de préparer tes dossiers. Oui, en dehors du fait d'être un bon citoyen, je pense que quand on parle de permis de conduire aujourd'hui, il y a une catégorie donc des gens qui sont concernés. Oui, les motocyclistes. Voilà. Et si vous permettez... Mais on n'a pas arrêté le permis de conduire pour les conducteurs routiers. Oui, peut-être que je vais venir dans mes commentaires, mais si vous permettez, nous allons écouter peut-être quelques-uns que nous avions eu à rencontrer dans le Bamono, notamment à Fagnan. Si la technique est prête, on va essayer d'écouter ceux-là qui sont les premiers concernés dans cette affaire. Il a fallu. Oui. Tafati. Petit du Bamou.
Bamono. Et Yonas Ebidjara. Merci. Pour le trouver, peut-être qu'il y a des qui ont eu à tu as au Gometawe, il y a mon couteau, il y a le permis. Si il est à Fagna, les filles, tu as mon couteau, il faut les criminels. Voilà, pourquoi les permis, moi, il y a que blanc, bien sûr, il y a des permis. Nous commençons à se voir bien des permis. Il y a Mati Famu. Le mieux bien pour la fin, il y a le Yann pour Mati Famu. À Gombe, il y a un monsieur le fouet moment. Avec bon, 16 idées, avec un Moussousou, monsieur Gombe. Monsieur le pouvoir pour Moussousou. Bon, accident, c'est brusque. Brusquement, pour accident. Bon, moi, je me permis de faire un accident. Il y a des noms. Si le comme on a le mot de vie, il y a des Chinese le fier, il y a des accidents. Il y a un problème, je me rappelle mieux, je me le mot de Chinese, on m'a dit que donc, permis, il y a que le mien Togo, alors le mien Bamou, le fier, il y a un mien quoi. 1000 secondes. Tu peux bien avoir ne peut même permis à nous comme si c'est là-bas. Même toi, tu as mis un moto, tu as mis un trader à comme le soir. Un bon peu de son. Le driver va aider du city à. Et j'ai bien croire. Si le driver aide du city là, j'ai croire que j'ai bien. Driver, bien non, de caca, de caca, un mois de l'île, j'ai mis les oies dans la Hakia. Moi, bien sûr. Donc, le bien pour le affaire FIA. Permis à bien avait très bon qu'on a permis. C'est bien le coup qu'on a permis doit bien 1000 secondes. Donc va de qu'on a 1000 secondes pour voir. Bien permis. Mais les bébés et moi magnon il y a pour couper ya pour le bien bon les filles sur bon il y a eu moro la dralo que bien permis alors. Le film Mamado comme Mamado Chipura mais on to kobe ni le wasita subo. C'est combien? Et on to kobe ou ni le wasita et to kobe ni le wasita subo et ti on de permis à to. Bébé asita subo. Yena ye wa problème ni ko permis. Par exemple, il y a un temps mais comme le déjà vu il y a un temps quand le j'ai choisi de table de par exemple là. On le bio casque, on le bio pièce. On a trop bio permis. Permis à on to permis. Même table go on le bio mi permis. On le bio mi permis. Les tables go. Bien sûr. On le bio mi permis. Quand tu as bien permis, on a mi permis, moi y a déjà. Tu le bio mi permis. On m'a dit bio mi permis. Nous avons mis le poumon. Il y a un plaque, un casque, une pièce. Quand même un bâtiment. Tu as le bien permis. Permis à nous, ou permis à nous, le bien permis. Le table, comment dit, ce sont bien globé. Tu viens tourner le vent, le bien permis. Quand tu as le bien permis, Miro. Tu as le bien, on l'a mis. On l'a mis. Il y a des qui me répondent, mais tu vas faire. Il tourne à 5000. Faut dire, c'est bien toi qu'on va la manger. C'est bien toi qu'on va la manger par 5000 par tête, 5000 par moto. Nous bien casque, on le casque tout, on le pas casque à talon, on l'a bien. On le bien pièce, il y a des pièces à toi, son naou. On le bien candidaté. Il y a mon dos, il y a un candidaté, carte d'électeur, ils sont de la Foutouro, au Bonabo, au Trouba, le permis, permis de vivre avec eux. On le go blané, mais gardons mon tonneau, pièce, pièce, et Yaluma. On m'a dit que blané, on tombe de pièce, à Dieu, on a pièce, on y a de l'ia. Quel est les biens sont sous mélange syndicat, mais alors ce sont les milliers pour milliers de Kébiens au poids et à pour au milieu. Il est le que vous m'avez parlé. I'm a camia chobé now. Donc, walk what talk him later. Babé, lui est type pour Wazoro. Walk what talk him. On a galéré. On a galéré le maudit, le table de maudit. Donc, permis, moi, ami, c'est à gomme. Yé, Kakamia Foufou, ou le poumon, depuis des années, permis, moi, le poumon, via, banalement, pas 15 ans. Voilà, nous avons écouté ton interview, Justin Nani, mais ce qui est curieux, le ministre avait donné un délai de 20 septembre. On n'est pas encore au 20 septembre et déjà,
des policiers et gendarmes commencent par bouffer de l'argent, racketter 5 000 francs pour le permis de conduire. Oui, il faut quand même dire que nous avons eu des nuits là. Nous avons eu à interviewer pas mal de personnes, que ce soit à Fagnac Blita, que ce soit à Gomegloz ou dans le Bamono, on a eu à interviewer beaucoup de personnes. Et ce n'est qu'une partie où l'un des éléments que nous avons joué là. Et le constat, l'autre constat aujourd'hui qui est fait, et sur le sujet, il faut quand même relativiser. D'abord, il faut noter que c'est une très bonne initiative. Mais quand vous écoutez tout à l'heure l'élément, et notre ami fait observer qu'ils n'ont pas des pièces. Et quelqu'un a eu à le dire même dans l'une des interviews, que l'acte de naissance même pose déjà le problème au niveau de cette localité. Oui. Et ça renvoie à la balle. L'observation qui est faite tout à l'heure par Denis, l'aspect politique de la question, ça renvoie la balle au niveau de la préoccupation de certaines formations politiques qui demandent à ce qu'il y ait une audience foraine pour les Togolais. Comme ça, chacun aura une pièce d'identité et sur la base de cela, on peut constituer tout ce que nous pouvons avoir comme fichier électoral. Vous parlez du parti des Togolais qui avait opté pour l'établissement de la carte d'identité nationale à tous les Togolais et gratuitement par l'État. Tout à fait. Comme ça a été le cas en Côte d'Ivoire. L'acte de naissance, le dialogue forain, quelqu'un a eu à le dire également dans l'un des éléments. Maintenant, quand vous analysez le problème, là, nous sommes au niveau d'Afagnan, Bamono, peut-être moins de 100 km de Lomé. Vous allez à l'intérieur également du pays, les mêmes préoccupations sont là. L'état désastreux de nos voies de communication constitue également un autre danger. Mais quand vous écoutez les autorités, vous allez vous rendre compte que ceux qui sont indécis spécialement dans cette affaire sont nos amis, nos frères qui conduisent les médias. C'est tout le monde, hein. Nous également, nous sommes des motocyclistes. Oui, quand vous écoutez plus, parce que le constat est établi effectivement quand vous allez dans la zone urbaine, à Lomé, la capitale, un peu dans d'autres zones, notamment chez vous ici à Néron, le constat est fait que c'est difficile pour nos amis qui quittent les coins ruraux pour venir travailler en ville de respecter les principes du code de la route. Du code de la route. Maintenant, c'est l'observation qui est faite. Maintenant, ça va se passer comment? Ça, personne ne le sait. Et je fais également observer que ce n'est pas la première fois que cette annonce a été faite. De par le passé, on a annoncé que les conducteurs doivent obligatoirement avoir. Et pour ne pas trop monopoliser la parole, il y a un autre aspect qui me préoccupe. Je reviens sur ceux-là qui font le business du carburant frelaté. Le constat qui est fait, parce que malheureusement, je n'ai pas eu la chance d'assister à cette conférence de presse la fois dernière, le ministre dans son développement a relevé un certain nombre de faits qui sont à la source des accidents. Mais quand vous allez à Anéro ici, mais c'est aux yeux, au sud de tout le monde, les bidons jaunes passent et les bonnes dames qui transportent ces bidons jaunes la payent. Et à moins que je m'abuse, à moins que je me trompe, le ministre a eu même ou a été informé de cet état de fait. Et les gens qui sont les premiers responsables de ce business, seul Dieu sait, mais il y a beaucoup qui tirent profit dans cette histoire-là. Et quand vous avez l'habitude de longer le tronçon Lomé, Anéron ou Lomé, et Anéron Lomé, chaque jour que Dieu fait, vous allez voir l'état dans lequel se trouvent ces conducteurs, je ne sais pas comment les qualifier, et ils ramassent les usagers, ils ne s'arrêtent même pas, ils causent des dégâts, et personne n'en parle. C'est comme s'ils ont le droit de vie et de mort sur les gens. Et ça, je reviens également pour dire qu'actuellement notre ami Rasli, l'artiste, a été renversé par l'un de ces éléments à la fois dernier, un véhicule de ce genre au niveau d'Agbabi. Heureusement que lui n'a pas perdu sa vie. Mais j'ai un ami qu'on a renversé, ça fait pratiquement bientôt un mois. Lui et son enfant sont décédés sur le coup. J'ai perdu un cousin également dans cette affaire-là. Ceux-là qui ont le droit de vie et de mort sur les gens, est-ce qu'ils arrivent à respecter le code de la route? Ça, c'est également notre débat. Maintenant, je suppose que quelque part le ministre n'a pas tous les éléments. Mais ces gens-là, ils payent. Et on leur donne le feu vert de rouler comme ils le font d'habitude. Bon, c'est autant d'éléments qui est tellement si grand. Merci Justin. En fait, on ne finira jamais d'en parler avec cette histoire de permis. Mais je fais observer également que c'est une très bonne chose. Surtout lorsque vous évoluez, enfin, vous vivez dans la zone urbaine, il faut maîtriser le code de conduite, avoir son permis, mais dans quelles conditions, dans quel siège que ça va se passer avec l'état de nos routes. Je pense que c'est tout un débat autour duquel
on doit quand même réfléchir, on doit quand même mijoter la réflexion. D'accord, merci beaucoup. Je crois qu'on est allé avec les trafiquants de l'essence frelatée ou licite, peu importe la dénomination. Mais ce qui est très important, comme tu as fini par chuter, c'est important d'avoir son permis de conduire, de savoir lire le message que nous donne la route par les signaux ou les panneaux de signalisation. On va souhaiter la bienvenue à Atta Folie. Bonsoir Atta. Oui, c'est bon. Bonsoir Tony, bonsoir. Ben, le micro de Atta Folie est encore refusé ou quoi? Voilà. Oui, bonsoir Tony. Non. Décidément. Mais cela ne va pas nous empêcher de travailler. On va continuer notre route. Alors, on va parler de l'opération de démolition des habitations et des occupants dits illégaux et frauduleux de Bamako-Pé. Nous sommes dans le canton de Djagblé. C'est le Bamako-Pé, à Djagblé-Kota, c'est dans le secteur de Zio, dans la province de Zio, à Noudokopé également, et à Gbetchogbe. Le mouvement Martin Luther King, depuis hier, qu'il a appris que les policiers sont en train de larguer des gaz lacrymogènes sur la population parce que la famille Passera dit être autochtone et propriétaire de tout le village qu'occupent ces habitants-là. Ça n'a pas été facile. Notre confrère de Pyramide FM, Richard Aziagué, a donc rendu visite à ces populations-là. On va écouter son compte rendu et puis on va revenir dans le débat. La situation est alarmante à Bamako-Pé. La police charge les populations. Cet habitant raconte. Ce qui se passe à Bamako-Pé, c'est que certains individus sont venus s'accaparer des terres. On ne sait pas ce qui se passe concrètement. Ils ont en plus le soutien de la police qui lance des gaz lacrymogènes en direction de la population. Sur les clôtures des maisons et même dans les chambres, les passeras laissent des empreintes. Vous avez vu que sur certains murs, ils ont écrit réserve, sur certains murs d'une rue de 20, rue de 80, ouais, même dans ta chambre, ils rentrent, ils diront donc que là c'est une bonne. Je ne sais pas si vous comprenez. On comprend peut-être, mais pas cette dame très irritée. Nous m'avions fait des prêts à la banque pour s'acquérir les terrains. Ils ne les ont même pas encore réglés. Nous restons en famille, nous mangeons de la farine grillée pour qu'au moins un jour nous puissions vivre en paix. Nous ne connaissons que les Bama et non les Passera. Pour cet acquéreur, pas question que le terrain ne soit arraché. Une seule option s'impose, la résistance. Les acquéreurs ont décidé aujourd'hui que nous allons protester contre ce qu'ils sont en train de faire. Les soldats sont venus, ils sont en train de tirer les gaz lacrymogènes. Nous sommes très mécontents. Nous irons jusqu'au bout. Et au moment où les hommes tentent de résister, les femmes, quant à elles, appellent le chef de l'État au secours. Où est-ce qu'ils étaient lorsque le terrain était vendu? Et aujourd'hui, ils viennent réclamer le droit de propriété. Nous viennent en aide. Nous sommes à Bamako-Pé où la police et les Passera font la loi. La population, quant à elle, rentre tout simplement chez elle et derrière ferme leur portail. On va dire merci à notre confrère Richard Aziagué qui a fait un tour à Bamako-Pé et qui est revenu avec ses sons. Alors, puisque Denis Gossou vient de Zio, apparemment, chez vous, le problème foncier est une habitude maintenant parce qu'on se souvient l'an dernier, ça s'est passé exactement à Davier où une femme également était devant une horde de policiers. Voilà, et c'était le même spectacle. C'était le même spectacle et pire, la dame à elle seule, une dame du nom de une certaine Kalekou réclamait plus de, je crois, 300 000 hectares de Davier jusqu'au niveau de Toglekopé. Oui. Et que ces terres-là appartenaient à son grand-père qui serait un chasseur. Si son papa, un grand-père chassait les terres, on ne sait pas. Et quand on dit ça à un juge qui va donner l'ordre d'envoyer des les policiers, les militaires sont là pour démolir ou pour construire. Et souvent, c'est les barons. Ce qu'on a compris, c'est quoi? C'est quand il y a un grand projet comme ça, on veut exproprier les propriétaires. Alors, voilà. Donc, quand le gouvernement a de grands projets, bon, comme les Togolais sont très très bien, sont très dociles, on ne veut pas payer, on ne veut pas indemniser qui que ce soit, et on passe par quelqu'un qui peut faire de la magouille. Et cette dame-là avait vraiment du poids. Elle avait du poids. Elle avait
tout son village au dos, mais elle ne craignait rien. Elle était là et on a su après que c'est pour un projet de port sec. Vous comprenez? Et c'est pour ça que pendant des années, tout un village, tout un canton se plaignait et on a arrêté les gens. Les gens ont fait la prison. Dans le cas d'espèce, ici, on parle de la ferme risicole. Voilà. Où les gens, maintenant, qui avaient été déplacés, des gens ont acheté des terrains, etc. Les pastoraux disent non, que là où vous êtes maintenant, là, c'est pour nous. Il faut débarquer, il faut dégager. Et dites-vous qu'ils auront toujours, ils auront aussi les papiers pour prouver que ces terrains-là leur appartiennent. Ils auront les papiers. Mais qui donne ces papiers-là? Quelqu'un qui se lève un beau matin qui dit que tout un village lui appartient et il prouve par des papiers. Voilà. Merci. Alors, Edmond, je regarde un peu ton étonnement également. Si c'est que nous étions à la télévision, les gens allaient regarder ton regard. Allez, voilà. Effectivement, tu as fait une bonne remarque. Je crois, je suis très étonné. Effectivement, et vous savez, quand on parle de la manifestation de la dictature, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et c'est l'une de ces choses-là qui s'est passée à Djablé. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler de dictature? Oui, non, je crois. Il y a des populations qui se sont installées quelque part. Oui, ça c'est... Certains autochtones, entre griffes, disent que cette portion de terre les appartient. Alors, ces autochtones-là sont allés réclamer, demander à la police. Est-ce que c'est pas une liberté là? C'est une liberté d'aller demander la force pour venir reconquérir ses droits, non? Ce n'est pas une liberté. Ce n'est pas une liberté dans la mesure où il y a bavise policière contre une population, tout un village. Ce n'est pas une liberté. Si la justice est indépendante, je crois que ça ne doit pas se passer ainsi. D'accord. C'est noté. On va d'abord souhaiter la bienvenue à Atta Folie qui en ce temps ne voulait pas parler dans notre micro parce que le micro a commencé par avoir peur de lui. Bonsoir Atta. Bonsoir Tony, bonsoir tous les confrères. Bonsoir l'audimat. Voilà. Allez, Yves Kesson avait parlé en ce temps enfin, dans son micro. Alors, Denis et Edmond, c'est bon? Donc, c'est ce que j'ai dit. Donc, on va chuter. Il n'y a pas, en fait, l'indépendance de la justice, parce qu'il y a des gens très puissants et qui donnent des ordres aux juges, et c'est pourquoi il y a ces genres de trucs. Ben, c'est ce que nous ne comprenons pas, en fait, Justin. Ben, il voulait prendre la parole parce que sinon il va oublier son idée. Et comment est-ce que on prend ce genre de décision? Quel est ce juge-là qui a souvent ce culot-là d'envoyer ces agents-là affronter tout un peuple, toute une population? Tony, c'est ce qui est aberrant dans notre pays parce que nous connaissons que l'État togolais est sourire dans beaucoup de domaines. Et vous allez m'annoncer tout à l'heure que l'UEMOA a démontré certaines choses au niveau de notre pays. Mais l'essentiel pour moi, j'ai eu la chance de travailler au niveau de Sikoji le Tour, en Côte d'Ivoire, en RCI. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Les terres ne sont pas pour la population, en quelque sorte. Mais ça se négocie avec la population sur un certain donné, un certain prix, qui est tellement clair pour tout un chacun. C'est-à-dire, si c'est 200 000 francs que vous vendez vos terrains là-bas, l'État vous paie et s'approprie de votre terrain. Il amène au niveau de votre terrain la gestion d'eau, la communication, et même au niveau de certains quartiers comme Riviera, Sikoji le Tour, et d'autres, je crois, il y a au niveau du Yopougon après l'université, mais on amène jusque-là des gaz. Vous ne devez pas aller payer la gaz. Vous payez comme au niveau de Alafia, c'est... Oui, aujourd'hui, Cash Power, et puis vous prenez ça et vous avez votre gaz chez vous là-bas. C'est au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est pas en Europe. Mais aujourd'hui, je m'étonne de la situation dans laquelle nous vivons. Nous sommes laissés pour compte dans notre pays. Moi, je vous dis chaque fois, je n'ai pas fait la lettre, mais j'ai fait l'ingénierie. Mais qu'est-ce que nous faisons pour notre pays? Est-ce que nous protégeons nos populations ou bien nous laissons notre population au niveau de certains occidentaux et de surcroît les Chinois qui ont des petits pieds et des petits yeux? Donc, c'est ça ce que je parle dans nos pays. Les gens s'approprient de nos terrains par des papiers qui ne sont même pas autochtones.
et l'État laisse personne. Est-ce que quelqu'un qui n'est pas autochtone peut acheter tout cela comme c'est les villages ou bien les quartiers qui ont des chefs de quartier actuellement n'ont pas ces superficies-là. Mais pourquoi l'État togolais pourrait accepter cela et maintenant chasser, s'il faut le dire en petit français, les autochtones de là? C'est ce qui est grave. Et on se dit, est-ce que l'État nous protège? Qui a vendu cela? Est-ce que la personne est vivante? Mais on doit chercher tout cela avant de donner raison à qui que ce soit. C'est au niveau de la population, au niveau tout d'abord de l'État, c'est l'État qui doit tout faire, même toiletter s'il faut le faire, l'acte de vente. Mais ça, c'est qui est celui-là? Après enquête approfondie, c'est en ce moment qu'ils vont donner droit à celui-là qui a acheté ce village-là. Mais ce qui se passe, les gens se demandent beaucoup de questions. On a envoyé ces choses-là sur des sites, mais au Sénégal, les gens se disent, mais c'est le monde à l'envers. Un Sénégalais a dit cela, c'est un gouverneur sénégalais qui a dit cela. Au niveau de l'UOMOA, ils ont signé certains accords de ne pas vendre des terrains à certaines superficies. Les gens n'ont pas cette information. À des Occidentaux, oui, surtout à des Occidentaux, à des Chinois. Mais ça se passe au Togo. Mais qui colonise qui et qui est protecteur de qui vote pour qui protège qui? Est-ce que nous votons pour ceux-là qui sont au pouvoir pour qu'on nous approprie, nos terrains? Est-ce qu'ils sont là pour nous protéger? C'est la question que les gens se posent. Est-ce que ceux-là qui sont là-bas, ils ont eu la majorité, n'ont pas voté pour eux? Ou bien c'est par vengeance, ou bien c'est par remerciement qu'ils font cela? On se demande beaucoup de questions. Merci. Le journal Liberté paru aujourd'hui titre également dans sa lucarne quelque part, parce qu'on se dit mais qui prend ces décisions? Alors il titre dans sa lucarne quelque part: justice, 2 jeunes accusés de vol au supermarché Ranco du Carrefour Boudjounan. Le 6e substitut du procureur délivre des mandats abusifs et part en vacances. Il a délivré, lui il a fait son boulot, il part. Donc j'irai comme vous pouvez. Justin, voilà ce qui se passe à Bamako-P dans la justice togolaise. C'est vrai que parfois on s'attaque à la justice, mais on sait qu'il y a eu pas mal de réformes dans la justice togolaise financées à coups de milliards par l'Union européenne. Mais c'est curieux de constater également que vendredi dernier, nous étions ici à Néro, où à Ploussia a été arrivée la haute autorité de prévention et des crimes de corruption et crimes assimilés. Mais le président de cette institution disait que c'est dommage que certains prennent l'argent de l'État, les mettent en poche et l'argent disparaît, le Togo regresse, et que en Afrique la mauvaise gouvernance c'est donc de la part de ceux qui gèrent l'appareil de l'État, et que l'Afrique est le continent le plus riche que tous les autres continents, mais si on est pauvre, c'est à cause de la mauvaise gouvernance. Donc, si on a compris cela, qu'est-ce qu'on fait à ces gens qui détournent? Qu'est-ce qu'on fait à ces gens qui délivrent des mandats et partent en vacances? On ne suit plus le dossier, on oublie des gens qui triment en prison pendant plusieurs jours, plusieurs mois, plusieurs années avant d'être jugés. Parfois, si la personne doit écoper de 6 mois de prison ferme, la personne peut passer 6 ans de prison et après on dédommage la personne. Il y a même un journal qui est revenu sur un fait. Un monsieur a été malencontreusement arrêté dans une gendarmerie. Il a passé beaucoup d'heures là-bas, de mauvaises heures d'ailleurs, et lorsqu'on s'est rendu que la personne était innocente, bien la gendarmerie a demandé, lui a remis 120 000 francs pour dédommagement. On lui demande rentre à la maison. Je vais chercher tout à l'heure le journal, mais avant, voilà ce qui se passe à Bamako-P. Ce qui se passe Bamako-P. Ce que vous venez d'énumérer, moi je dirais que c'est énorme. Et s'il a lieu de faire un résumé, il faut dire que le problème que nous avons dans notre pays, c'est toujours liberté. Tu me permets, s'il te plaît, je te coupe pas la parole. Oui. Injustice à la gendarmerie de l'aéroport de Lomé. 120 000 francs CFA versés contre une détention abusive d'un chauffeur. Oui, c'est ça la réalité togolaise. Tout ce qu'on vous venez d'énumérer, je le disais tantôt, repose la problématique même du respect des tests. Et quand on dit qu'on s'inscrit dans la logique de la démocratie, c'est parce que la démocratie a ses règles. Est-ce que véritablement nous sommes en démocratie? Tablons le sujet, on va le circonscrire.
Yves Akesson a évoqué quelque chose tout à l'heure. Les autres confrères également l'ont évoqué. On a l'impression que des gens qui débarquent, qui disent être propriétaires de tout un village, de toute une vaste plantation quelque part, ou des terres, on se dit, mais où est-ce qu'ils trouvent enfin le titre foncier de ces terres-là? J'en viens. On va faire court parce que le temps s'en va. J'en viens. Nous avons... Je ne voudrais pas rentrer dans les détails. Nous avons un grand monsieur de la foire Sitou à recevoir également. Oui, je ne voudrais pas trop faire de développement. J'aimerais résumer et pour reposer le problème réel que nous avons. Quand je pose la question de savoir si réellement nous sommes en démocratie, parce que les fondamentaux de la démocratie, je crois que c'est Montesquieu qui l'a dit. Donc c'est le pouvoir qui doit revenir au peuple. Et sur cette base-là, il y a la séparation des trois pouvoirs. Maintenant, si il y a parmi les trois pouvoirs, il y a un pouvoir qui domine les autres pouvoirs, là, il y a problème. Ce que nous constatons malheureusement dans notre pays, ceux-là qui sont des auxiliaires de justice, que ce soit la gendarmerie ou la police, quelle que soit leur catégorie, comment est-ce qu'on les classe, ils sont les subordonnés des magistrats. Ils sont au-dessous de la justice. Ils doivent rendre compte aux magistrats. Et je pense que c'est sur la base des réquisitions ou des demandes des magistrats qui agissent. Et la loi dit on ne peut pas arrêter les gens, les torturer et après les déférer devant le parquet pour telle ou telle raison que ce soit. Mais la loi dit également que le maire, le préfet, le gouverneur peuvent également réquisitionner la police, la gendarmerie. Le maire, le préfet et la police et le maire réquisitionnent les forces de l'ordre sur demande du procureur de la République dans une localité donnée. Oui. Et on sait comment ça se passe. Mais aujourd'hui, ce n'est plus signé là, ça se passe par téléphone. Oui. Il faut vite gérer. Il y a tout un problème. Tout un problème. C'est ça qui m'amène à dire que nous ne sommes pas en démocratie. Lorsqu'on n'est pas en démocratie, ça suppose que tout est autorisé. Vous faites n'importe quoi. Mais quand il y a urgence, ça se fait par téléphone. Hein? Oui, c'est ce que je dis. Quand l'intégrité de l'État est en danger, ou d'une société, ou d'une communauté. Attends. Ce qui se passe, on parle d'un village, d'un canton. Sur la base... Il y a 3 villages combinés. Hein. Il y a Bamakopé, il y a Noudokopé et Betchoukbe. Donc, dans tout le secteur-là, appartiennent au Passera et puis débarquent. La police également agit. Ce que je ne comprends pas, je ne sais pas de quel Betchoukbe on parle, parce qu'il y a aussi des Betchoukbe au niveau de la plage ici. Betchoukbe dans le secteur de Djablé. Voilà. Donc ça voudrait dire que d'un côté, Betchoukbe au niveau de la plage, il y a des problèmes, de l'autre côté, Betchoukbe de Diaglo aussi a des problèmes. Quels sont ceux-là qui ont un tel pouvoir pour aller acheter tout un village? Et sur la base de quel test on se permet de signer ce qu'on peut appeler le titre foncier ou de donation par rapport à tout un village? Moi, je ne comprends pas. Maintenant, sur quelle base, lorsque les villageois ont saisi la justice et le juge a pu trancher? Nous avons mené des investigations dans ce dossier, ça ne date pas d'aujourd'hui. Qui a vendu? Voilà, c'est autant d'éléments sur lesquels on doit se poser beaucoup de questions. Mais il y a un seul élément qui saute aux yeux. Quelle que soit votre puissance, quelle que soit votre, votre fortune, vous ne pouvez pas vous débarquer dans un village et acheter tout un village. Et surtout lorsqu'il a dit que l'État est l'obligation ou le régalien de l'État revient à protéger les populations. C'est-à-dire que dans un domaine donné, dans un village donné, dans un canton donné, il faut protéger les populations. Quel est le droit de ces populations-là aujourd'hui à qui on lance, on largue des gaz lacrymogènes, des courses-poursuites, des blessés ici et là. Les enfants ne savent plus à quel... Des arrestations également. Des arrestations, les enfants ne savent plus à quel sens se vouer. C'est autant d'éléments qui entrent en jeu. Et moi, je pense que sur la base de ces éléments-là, quand vous développez, vous allez comprendre qu'il y a des tout-puissants qui sont derrière, qui ne laissent pas la main libre aux juges. Et ces juges corrompus, véreux aussi, qui arrivent à signer des papiers qui, en réalité, qui ne répondent à aucune norme. Et sur la base de cela, on évolue de jour en jour. Et je conclue en disant que tel que ça se passe, ce n'est pas seulement au niveau du grand Zion là. Hein. Le problème foncier au Togo, on dirait que le Togo est assis sur une braise. Parce que je ne sais pas ce que demain sera fait. Parce que ici, c'est parce que quelqu'un a débarqué, je suis du régime, je suis puissant. Et si vous ne le voulez pas, je connais tel juge, on peut vous abastiller tout de suite. Vous allez payer la prison, on peut vous torturer. Et les gens pensent que sur la base du couleur ou des couleurs de cette formation qui est au pouvoir, on peut se permettre tout. Mais attention, je le dis, je conclue que, quelle que soit la circonstance, quel que soit le problème qui se pose, un peuple fait semblant de dormir. Mais en réalité, le moment viendra où le peuple se lève. Hein.
Ça dit que ça, il faut le dire, il faut essayer d'informer les gens pour dire, tel que ça se passe là, ça ne garantit pas, ça ne rassure pas le lendemain meilleur. Les gens sont mécontents, il faut essayer de trouver de solutions à leurs problèmes et rassurer les uns les autres pour que nous puissions vivre mieux chez nous au Togo. Moi, je pense que c'est la meilleure solution. Merci beaucoup. Alors, je crois qu'on a fait le tour sur le sujet qui est très inquiétant d'ailleurs. Le mouvement Martin Luther King demande l'intervention directe du chef de l'État pour tirer au clair cette affaire. C'est vrai qu'on doit situer les responsabilités. Yves, qui gère ce dossier-là quotidiennement, l'a compris. Qui a vendu, à qui appartient les terres, et qui sont les premiers propriétaires, qui sont les derniers, et qui a délivré donc le titre foncier, etc. C'est beaucoup de questionnements auxquels il faut répondre. On ne sait pas si véritablement cette police qui allait travailler là-bas et ce procureur qui a donné l'ordre ont véritablement vidé ce dossier-là avant de prendre cette décision. Je n'ai pas l'habitude de prendre Tu as envie de prendre encore la parole? Voilà, c'est très difficile de le dire. Je crois que le chef de l'État n'est pas au courant de cette affaire. Sinon, c'est le chef de l'État qui devait acheter tous les terrains du Togo parce qu'il a la capacité de le faire. S'il était au courant, ça ne serait pas fait ainsi. On peut accuser le chef de l'État parce qu'il est responsable. C'est pourquoi nous l'accusons. Il n'a qu'à nous chercher les coupables. Parce que si nous avons donné nos votes, c'est pas tout le monde, parce que c'est ça le Togo, c'est ça les élections. Si nous avons donné à la fin nos voix au chef de l'État, mais il est notre garantie. Il est le président de tous les Togolais. De tous les Togolais. Ben, si on nous chasse de nos terrains, il est responsable de cela. Ben, c'est le premier magistrat. Est-ce que plus que... Ben, la fois dernière, on était parti là-bas. Bon, on était parti par accident. Je suis parti là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu des personnes. J'ai vu une femme enceinte qui a été blessée. Elle a été blessée. Hein? Mais la maman qui crie même dans le reportage, voilà. On nous lance des gars, on nous charge, on a arrêté nos enfants. Cette femme, elle est partie ramasser les fagots de bois. Au retour, elle a vu des personnes qui couraient vers. Et le reporter dit que les passeras suivaient la police et notaient les maisons, les cases ici, bon, que dans cette chambre-là, quand on doit la casser, il y a une borne qui se trouve dedans. Mais voilà des décors. Si c'était la politique, les gens vont se lever, vont dire que nous sommes les représentants des droits de l'homme, patati patata. Mais ce qui est intéressant, ce qui s'est passé là-bas, moi je me demande, des fois je m'accuse, et j'accuse ceux-là qui se disent les protecteurs des droits de l'homme et autres là. Les gens vont marcher pour cette affaire, parce que cette femme... Aujourd'hui, mais c'est peut-être c'est le chef de l'État. Aujourd'hui, la loi est récente. Qui sera c'est sa maman qui est en train d'être bastonnée là-bas gratuitement parce que elle vivait là-bas. Elle ne savait pas que c'est le chef du village, peut-être feu chef du village qui a vendu là-bas, ou bien celui qui est vivant. Et celui-là, on ne l'interroge jamais. L'État ne l'a jamais interrogé parce que sur le papier, on a vu le nom de quelqu'un. Ça l'appartient, le terrain. On va demander cela. Parce que nous sommes des hommes intelligents au Togo. Nous ne sommes pas des bêtes au Togo. Mais la personne, comment est-ce qu'on l'appelle? On va arrêter ce sujet. Comment est-ce qu'on l'appelle? Qui il est? J'ajoute de l'eau à votre moulin. Vous permettez, tout à l'heure, le confrère Denis Gossois a tout dit. Quand le cas de Davier s'est passé, après enquête, on s'est rendu compte que devant celle qu'on a placée derrière elle se trouve toute une machination et qu'on voudrait faire de ce lieu-là un port sec. Donc, comprenez, donc mes amis, on va évoluer. On va parler maintenant du Togo. D'ailleurs, tu étais en train d'apprécier le Togo. Entre-temps, c'est toi qui as annoncé le sujet. Le Togo, deuxième de l'UEMOA, l'Union économique monétaire ouest-africaine, en augmentation des recettes budgétaires en 2018. Maintenant, pour quelle retombée pour la population togolaise? Puisque le journal Togo Matin reprend une phrase de Sénat Alouka. Vous connaissez tous Togo Matin, qui est un journal proche du régime, et qui dit ceci. Je le dis parce que c'est comme ça. Et nous connaissons les journaux. Nous connaissons tous le journal Togo Matin qui dit l'augmentation des recettes budgétaires. Le Togo occupe la deuxième place dans l'UEMOA en 2018. Le même journal titre dans sa lucarne quelque part agroécologie et consommation locale. Je cite, le paysan a faim, ce n'est pas normal, déplore Sénat Alouka.
c'est le même journal qu'il dit. Le contraste, Edmond. Oui, je crois que si un journal... il dit le Togo a de bonnes recettes, au même moment, les paysans ont faim. Oui. Il a tout dit, et je crois que ce qu'il a dit, ce n'est pas à moi d'amplifier. Quelqu'un qui dit que le Togo a augmenté les recettes, alors 2018 est classé deuxième sur les 8 pays de l'UEMOA. Tout à fait. Alors qu'il n'y a pas les retombées, je crois qu'il a tout dit. Et ce qu'il faut ajouter, c'est que c'est le pouvoir qui doit comprendre si ses propres journaux arrivent à sortir des thèmes comme ça, que ça ne va pas, et que lorsque on augmente les recettes et que il n'y a pas de retombées dans le panier de la ménagère, ça veut dire qu'il y a une mauvaise gouvernance. Peut-être, merci beaucoup, peut-être qu'il y a des retombées pour Justin Anani, parce que moi je le véhicule tout le temps à Lomé, à Nero, ce que je ne fais jamais pour animer les émissions. L'un de ça, c'est parce que nous sommes dit que nos frères qui sont dans les coins un peu reculés, on doit leur apporter l'information, c'est tout. Et tu le fais gratuitement, je rappelle. Il met la main dans sa poche pour payer son transport tous les jours. Pareil pour Denis Gossou, pareil pour Edmond, qui nous arrive parfois précipitamment d'Enfoin, d'Atueta, d'Afagnan. Quand nous le sollicitons, il arrive. Je rappelle sauf à Tafolie que nous cherchons précieusement comme de l'or. Il est difficile à trouver. Hein. Je rappelle Dieu merci, nous l'avons devant nous. Je rappelle que lorsque vous êtes journaliste, vous êtes communicateur, vous êtes éducateur, vous avez également l'obligation donc d'informer les gens, de divertir les gens, de les éduquer. Et comme j'ai l'habitude de le dire, il va falloir également que nos frères, nos sœurs, nos mamans qui sont à l'intérieur du pays puissent avoir l'information. L'information, c'est le pouvoir. Tout à fait. Donc quand vous avez sevré les gens... Et le pouvoir est donné. Togo classé deuxième dans l'UEMOA en 2018 pour véritablement avoir fait un progrès en recettes budgétaires. Non, moi je pense que ce ne sont que des résultats de trompe-œil. Parce que quand vous lisez même le titre d'un journal qui est proche du régime, tout le monde le sait, ce n'est plus à cacher, et qui salue peut-être l'avancée du Togo dans le même journal, et qui va à l'encontre, peut-être que moi je serai le rédacteur en chef de ce journal, le second article, je vais le sanctionner. Non, est-ce qu'on ne peut pas dire quand même que le journal est plutôt objectif? En tant que communicateur, le journaliste donne l'information et il donne les informations. C'est à nous de faire maintenant nos analyses. Attendez. Je suis journaliste. Nous avons une ligne éditoriale. Oui. La ligne éditoriale, dans le cas d'espèce, quand le journal soutient les actions du régime, soutient le pouvoir, ça veut dire que le Togo a fait des avancées. Donc cela n'empêche pas au journal de dire si on a fait. Je n'en disconviens pas. Mais dans le même numéro, on trouve quelqu'un qui a dit que lui, il a faim. Ça veut dire que les avancées... Et le journal a repris l'information sur la télévision nationale. Il a même précisé que c'est une affirmation faite par ceux que tout le monde connaît, Sénat Luka, qui est le président de l'ONG JVE au Togo, et qui a fait cette déclaration sur le plateau de la semaine. Oui. Avec, voilà. Ce n'est pas anodin. Sur la télévision nationale. Si on l'a invité sur la TVT pour faire une telle déclaration, mais il faut lire entre les lignes. On sait ce que c'est que la TVT, cette émission de notre consoeur, voilà, tout le monde sait ce que c'est. C'est l'émission qui est suivie, même au niveau du haut lieu. Donc, quand le monsieur a pu faire une telle déclaration... Il a eu ce courage. S'il a pu faire cette déclaration, c'est parce que quelque part, soit ça va ou ça ne va pas. Maintenant, lorsqu'on publie telle information, maintenant par rapport au budget qu'on a alourdi, parce que dans la période de 2018, si je vous comprends bien, par rapport à cette déclaration, c'est parce qu'on a senti le besoin, la nécessité de pouvoir augmenter. Maintenant, retomber là, où en sont les retombées? Oui, c'est ce qui est curieux, merci beaucoup. C'est le paradoxe. Denis Gossou, c'est ce qui est curieux. Hein. On sait qu'en 2018, on a augmenté les recettes budgétaires au Togo, ce qui est à applaudir. Maintenant, on a laissé dans le sommeil la réfection ou la réhabilitation de la voie Lomé-Vogan en foin. On a eu une bonne recette, on ne l'a pas fait. Il y a des rues qui sont encore cabossées, comme l'a dit tout à l'heure celui qui a été interviewé par Justin, la route Amengra, Afagnan, Agomeglosu, au-delà même d'Agomeglosu. On le sait. Mais pas la même occasion, il faut quand même comprendre le gouvernement. Alors que cette route a été une promesse du chef de l'État, hein. Ça il ne faut pas oublier. On peut comprendre le gouvernement. Hein. S'il y a une bonne recette, on a également organisé plusieurs élections en 2018 au dos de l'État. Vous comprenez, je crois qu'on ne doit pas s'étonner de ces publications et contre-publications à la fois.
Le président togolais même l'a dit. L'État a des moyens, mais un petit groupe s'en accapare. Ça veut dire que les retombées, en réalité, sont partis dans les poches de cette minorité. C'est ce que moi je comprends. Donc, l'essentiel... Non, le gouvernement fait des efforts. D'ailleurs, les fonctionnaires de Togolais de la fonction publique sont tous payés régulièrement. Mais vous êtes... Et déjà au 20 du mois, au niveau du trésor de la... Et là, vous n'êtes pas sans savoir... Et qu'est-ce qui se passe au niveau de Togo, voilà. Togo Presse aujourd'hui? C'est la grève. Togo Presse, vous n'êtes pas sans savoir que hier seulement, les enseignants qui sont sortis derniers se sont fait parler d'eux. Oui. 11 mois sans salaire. Donc peut-être que cette bonne recette-là va rejaillir sur eux. Les Normaliens ont observé un mouvement de débrayage hier devant le ministère des réformes administratives. Tout sera rentré dans l'ordre puisque la recette budgétaire de 2018 court encore. Et je voudrais revenir surtout par rapport à certains de nos journaux qui ne sont pas sérieux. Vous m'excusez, c'est pas un jugement aussi que je c'est l'objectivité. Ils ont dit le bon et le mauvais. Non? Mais quand vous voyez, il n'est pas le seul à faire des titres pompeux, mais qui en réalité ne sont que des publicités. Quand vous voyez, quand vous lisez dans des journaux que Scan Togo a fait ceci, Scan Togo a fait cela, et qu'au même moment, dans le milieu même, des populations se lèvent et crient leur désarroi, vous comprenez que beaucoup de ces journaux-là font ce qu'on appelle dans le domaine le bitose. Donc nous avons beaucoup de bitosards aujourd'hui et qui sont là pour faire des jeux doux, etc. Puisque donc, tu parles de Scan Togo, tu fais la transition. À table on parle de Scan Togo qui est l'enfer, le néocolon selon le site d'information de notre confrère Carlos Quito. Et ce qui est paradoxal dans cette histoire, c'est que il y a certains journaux que nous jugeons depuis sérieux, et qui sont tombés aussi dans ce piège de Scan Togo. J'ai vu des titres aussi pompeux sur des journaux dont je ne veux pas appeler le nom, mais qui jusque-là étaient des journaux quand même vraiment sérieux, mais on ne comprend rien. Aujourd'hui, Carlos Quito sort le grand jeu parce que quand vous allez à Sika Kondi, vous verrez des populations meurtries, des gens à qui on a retiré des terres, abandonnés. Et il dit que Eric Goulignac exploite le clinker pour la cimenterie de Sika Kondi contre l'extrême pauvreté des populations de là-bas. Des promesses non tenues, on s'en fout pas mal de la population, on ne prend même pas les gens de la localité. Ceux-là qui sont pris sont maltraités, sont mal payés. Et donc, Edmond voudrait réagir, mais Yves est en train de prendre note parce que là, je crois que Yves sera très très furieux tout à l'heure. Bon, je crois que lorsqu'on dit que la recette est en augmentation alors que la population est moindrie, on ne peut pas dire que en fait il y a des avancées à quelque part et à quelque part il n'y a pas avancé. Non, à ce niveau, je crois que le journal est objectif. Non, bon, il est, oui, tout à fait. À ce niveau, même quand vous n'aimez pas le lièvre, quand vous n'aimez pas le lièvre, il faut savoir qu'il sait courir. À ce niveau, il a raison, je crois. Je crois qu'il a raison, il n'a que dire la vérité. Mais si on dit que un pays est en augmentation de recettes, ces recettes doivent servir à quelque chose. Donc, est-ce qu'on peut dire que ce pays, il y a eu des élections. Est-ce qu'on peut dire que ce pays est en voie de développement, ou bien ce pays est en train d'être développé? Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. D'abord, ceux qui paient les recettes, les impôts, les taxes, tout ça, là, le plus souvent, c'est quoi? C'est la pauvre population qui paie. Mais si ceux-là sont meurtris, est-ce que, effectivement, si les recettes sont montées, en fait, il doit y avoir des projets pour qu'on monte les recettes, et ça doit être objectif. Mais si il n'y a pas de retombées positives pour cette population, ça veut dire que à ce niveau, il y a une mauvaise gouvernance. D'accord. Mauvaise gouvernance, Yves Arquesson, voilà l'analyse qui est faite. Hein. Moi, je félicite quand même ce journal. Nous ne sommes pas en train de juger le journal, mais le journal a fait un travail. L'information qui est donnée, c'est que le Togo est deuxième et sur la mobilisation des recettes en 2018. L'autre, c'est qu'au même moment, Sénat Alouka affirme, et le journal reprend, que les paysans togolais ont faim. Voilà, c'est une réalité. Et moi, je me dis toujours que l'État togolais ne communique pas souvent, il aura toujours tort. Et surtout, je sais qu'au niveau du l'UMOA, si l'État togolais a eu beaucoup de recettes, tout d'abord, il y a eu rachat de certaines sociétés financières comme les banques UTB et autres qui se sont... BTD, c'est mieux en Aura Bank. Aura Bank et autres là. Il y avait eu des dettes au niveau de ces sociétés étatiques qui ont été rachetées par certaines sociétés marocaines et autres là. Qu'est-ce qui s'est passé? L'État togolais est obligé de faire certains rachats.
au niveau de ces institutions qui pèsent maintenant sur la population togolaise. Donc l'État togolais doit investiguer pour savoir, ou bien faire des audits pour savoir là où est parti ces sous-là, avant que le Togo ne fasse ses rachats. Mais au niveau de certaines choses, l'État togolais n'est pas tout à fait sérieux parce que je suis un citoyen de l'UEMOA. La ratification de l'État togolais n'a jamais été respectée. C'est-à-dire au niveau des salaires qu'ils ont dit... C'est ce que l'État a oublié de dire aussi, ou bien l'UEMOA oublie de communiquer aussi. Parce que dans l'UEMOA, il y a un taux donc d'employabilité qu'il faut atteindre. Et par rapport à votre population, il faut une population proportionnelle de fonctionnaires employés par l'État. Voilà. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. L'État togolais a ratifié tout cela. Et ce qui m'étonne actuellement, nous avons toujours au Togo ici, au niveau de l'école confessionnelle, on forme sur l'État des enseignants là-bas. Après, ces enseignants servent l'État togolais. Et l'État togolais les abuse aussi. Ils arrivent aussi à participer à leurs examens. Et ces examens ont été toujours organisés par l'État togolais. Et ces diplômes ont toujours été donnés par l'État togolais. Au niveau de l'UEMOA, qu'est-ce qui se passe? Vérifiez bien. C'est-à-dire qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, que je connais très bien, qu'est-ce qui se passe? Si vous arrivez à avoir votre cap, l'État vous paie d'abord parce que c'est des diplômes officiels. Vous ne formez pas des Chinois ou bien des Bangladesh, vous formez des Togolais avec leurs diplômes qu'ils ont donnés, c'est-à-dire qu'ils vous ont donné. Donc, ils vous donnent d'abord l'équivalence de ce que vous avez comme diplôme, et qui a été octroyé ou bien que vous avez acquis, et vous formez les enfants. Qu'est-ce qui se passe chez nous ici? Le corps confessionnel étant au Togo, aidés par ces confessionnels, ces enseignants ont participé à leur examen. Ils ont reçu aussi, comment dirais-je, leur diplôme professionnel, mais on ne les reconnaît pas. Ils sont là, ils végètent. Donc, certaines ratifications au Togo font de sorte que l'État togolais peut se permettre aujourd'hui de dire que ils ont leurs recettes. C'est parce que le Togolais n'a pas l'information et l'UEMOA donne des informations sur leur site, sur leur télévision et autres. Et sur les business TV au niveau de la Côte d'Ivoire, vous avez des informations comme pas possible qui se passent là-bas et que nous sommes en marge de ces, nous sommes parallèlement opposés à ces réalités. Donc l'État togolais, bien sûr qu'il est en train de travailler sur certains points, il doit informer sa population, il doit dire à sa population qu'il a fait des ratifications qui n'honorent pas. Et tous ces fonds perdus font de sorte que le Togo est en avance alors que nous sommes en train de peiner sur le terrain ici. Merci Yves Akesson. On va donner la parole à Atafoli. On va lui donner 3 minutes top chrono. Il va nous parler et après nous allons continuer le débat de la foire Sitou, la foire du patrimoine. Atafoli, rebonsoir. Oui, rebonsoir Tony. Tu n'approches pas trop le micro, s'il te plaît. Voilà, tu as déjà une voix de radio, une voix grave. Merci. Tout à l'heure, parlait de l'UEMOA. Nous avons pris part à plusieurs formations, séminaires sur l'UEMOA, où, quand c'est bon, on appelle tout de suite l'État claironne, mais quand ce n'est pas bien, l'État se tait. Et moi, je me rappelle qu'il y a 2 ans, on disait que en matière de levée de barrières policières et douanières, dans l'espace UEMOA, le Togo était premier. C'est vrai que vous avez constaté qu'avant, il y avait trop de policiers, trop de barrières sur la route. L'UEMOA disait qu'il ne voulait plus de ça. Et le Togo l'a fait, premier. Mais lorsqu'on parle de recrutement dans la fonction publique, tout ça là, le Togo, bon dernier de l'UEMOA, ils ne l'ont pas dit non plus. Voilà. Et on peut accélérer dans des domaines et on peut également essayer d'améliorer dans d'autres. Il y a plusieurs domaines. C'est parce que le on reviendra tout à l'heure. On va prendre la on va les énumérer. On va prendre la Atafoli qui va nous parler de la foire Sitou. C'est le 26, n'est-ce pas, Atafoli? C'est le lundi prochain. Donc nous sommes dans la dernière ligne droite. Oui, Tony, comme tu l'as dit, la foire Sitou débute le 26 août, le lundi prochain, et prend fin le 8 septembre. Donc c'est juste une quinzaine. 15 jours que la foire va se dérouler. Donc c'est ça. Alors nous savons que des gens ont déjà fait des réservations. Est-ce que les gens viendront seulement du Togo d'ailleurs? Merci bien. Les gens ont fait vraiment des réservations.
les gens ont déjà confirmé leur présence sur la foire, et surtout édition 2019. Première édition. Première édition, nous l'avons baptisée édition 2019. Nous pouvons dire même édition 0. Oui, les gens ont déjà confirmé leur arrivée sur la foire et leur présence. Et ils ne viendront pas seulement du Togo. Les gens ont confirmé leur présence depuis le Bénin, le Burkina Faso, le Mali. Il y a également une agence de communication ivoirienne basée à Accra qui a confirmé sa présence, une agence de communication du Bénin qui a aussi confirmé sa présence. Il y a une forte délégation qui viendra du Sénégal qui s'annonce également. Donc je pourrais dire que les gens ne viendront pas seulement du Togo, mais les gens viendront, si je peux le dire, de la sous-région. Alors, avoir accès à la foire qui est en face de la poste d'Anéro à côté de Boka, c'est payant pour la population d'Anéro? Oui. Ou c'est gratuit? C'est payant pour la population d'Anéro. Ah, vous l'avez jamais dit, hein? Oui, vous ne m'avez jamais donné l'occasion. Ah non, c'est pas vrai? Ah non, mercredi passé, vous avez eu plus d'une quinzaine de minutes. C'est payant pour la population, mais nous avons revu tellement le prix à la baisse pour permettre à toute la population de pouvoir venir visiter pour la première fois et cette foire-là qui s'organise dans la préfecture de Lac. Et c'est à combien? Et c'est à 200. D'accord. À 200 francs pour la visite. Et cela dépendra également des jeux de spectacle. Oui, cela dépend des jeux de spectacle. Et il y a des spectacles qui sont programmés et vous aurez les prix au fur et à mesure. Et donc pour les spectacles, il y aura des prix spéciaux? Il y aura des prix spéciaux pour les spectacles. D'accord. Oui. Alors que retenir, quel message à l'adresse de nos populations, une première foire qui s'annonce avec autant d'invités, aussi bien à l'intérieur et qu'à l'extérieur? Je crois que si ça se confirmait que les étrangers arrivaient, ce sera une grande première, une grande réussite. Ah oui, mais en fait, la confirmation est déjà faite. Ah oui, lorsque je vous dis que les Béninois seront là, les Burkinabés seront là, les Ivoiriens qui sont les Sénégalais, je vous dis que il y a une bonne partie de ces communautés-là qui déjà ont confirmé leur venue. Donc c'est ça. Si vous le permettez, je pourrais parler également des tarifs des stands. Oui, nous avons aujourd'hui les stands juniors qui sont à 25 000 francs, 9 mètres carrés. Nous avons également des stands durant la quinzaine. Nous avons des stands et bars-restaurants qui sont à 55 000 francs. Et nous avons des stands des institutionnels qui sont à 100 000 francs. Pourquoi nous le faisons ainsi? Nous nous rendons compte que nous ne pouvons pas le faire sans la participation des uns des autres. Parce que nombre de frais sont engagés à nos propres et à nos grés. Et donc nous sommes obligés de recouvrir ces frais-là. Donc c'est pourquoi nous l'avons fait. Sinon, lorsque vous allez à Djafi, je pense que le stand junior avoisine 80 000. Lorsque vous allez à CTF Togo 2000, le stand junior, je parle, peut avoisiner 130 000, 120 000. Donc aujourd'hui, au-delà de 100 000 francs. Mais lorsque nous sommes à Ného et nous parlons de la foi du patrimoine, il faudra également en tenir compte et permettre à tout à chacun de pouvoir venir visiter d'abord et nous encourager en prenant ces stands-là pour la quinzaine, puisque c'est une première édition et nous tous nous sommes en état d'expérimentation. Et là, nous allons en même temps, puisque nous avons dans les programmes les sondages, la soirée des exposants, les interviews des exposants, afin que tout ce qui sera fait pour cette première édition, nous devons tenir compte des paramètres, des remarques, des observations pour parfait. Alors, s'il y a un numéro à donner, est-ce qu'il y a encore des stands restants ou bien tout est fini, tout est enlevé? Il y a encore des stands. D'accord. Oui. Téléphone alors. Il y a des stands et si vous voulez, et c'est le lieu même de venir très tôt parce que nous sommes dans une phase très avancée. Déjà l'exécution est faite et donc les stands qui sont là, si vous voulez encore en avoir, vous allez simplement vous adresser à ce numéro, appel comme WhatsApp 90 37 04 113 90 37 04 113. D'accord. Oui. J'ai une question peut-être à poser à mon frère et ami à Tafoli. C'est le porte-parole de la foi. Généralement, on parle de la foi. La foi, qu'est-ce que c'est? Et qu'est-ce qui fait la particularité de la foi? C'est tout. Et à quoi on peut s'attendre? Qu'est-ce que vous réservez au public qui va se déplacer au cours de cette foi? J'aurais aimé, merci bien, chers confrères, de reposer les questions une à une, le temps d'éclairer l'antenne de tous les auditeurs. La foi, si je peux le dire, c'est
une activité commerciale, bien sûr, qui permet à tout à chacun de venir sur un site ou un endroit bien déterminé pour pouvoir exposer, vendre, avoir des connaissances, des partenariats et des expériences sur une durée donnée, peut-être un mois ou 2 semaines ou 15 jours ou encore une semaine. Oui. Voilà, qu'est-ce qui fait la particularité de cette foire? Parce qu'il y en a plein. Quand on parle de la foire, je ne veux pas les citer, mais la particularité de cette foire, c'est tout. La première édition dans les lacs, notamment à Nero ici. Qu'est-ce qui fait la particularité? Oui, merci beaucoup. Et si vous avez souvenance, nous avons la foire qui s'intitule ainsi, surtout la foire exposition des lacs, la foire du patrimoine. Donc nous parlons du patrimoine. Celui qui parle du patrimoine parle de la culture endogène, bien sûr, et non la culture occidentale ou la culture exotique. La culture endogène. Qu'est-ce que nous mettons dans la culture endogène? Nous avons 1001 pratiques, si je peux le dire, dans notre vécu quotidien. Nos rites, nos us, nos coutumes, tout cela englobe le patrimoine. Et le patrimoine n'est pas seulement ce que nous appelons le patrimoine, est plutôt historique, culturel, rituel et cultuel. Donc nous allons mettre l'accent sur un certain nombre de particularités de ces éléments-là ou de ces composantes qui constituent le patrimoine gain ou le patrimoine de la préfecture des lacs. Voilà, à quoi on peut s'attendre? Oui, et pour ce qui concerne ce à quoi nous voulons entendre, nous verrons également qu'il y a les conférences qui sont axées sur le patrimoine. Nous dirons même la classe patrimoniale. Si je prends par exemple une conférence qui s'intitule PIP, le nouvel gain, sens et portée. Il y a nombre de personnes qui pensent que quand on parle de PIP, c'est extraordinaire, c'est réservé à un certain nombre de personnes, de clans, de partis. Non. Et PIP, ce n'est pas non plus satanique ni diabolique, mais c'est inhérent à la vie du peuple gain, à la vie de la population de la préfecture des lacs. Et donc, lorsque nous le disons ainsi, la particularité également, ce sont les groupes qui viendront nous exposer, nous parler ou faire quoi? Nous donner le rythme de nos chansons, de nos danses traditionnelles. Nous sommes en partenariat avec les frères et les sœurs de l'association Adécan qui ont accepté nous accompagner dans ce cadre-là. Également, nos maîtres traditionnels, ils ont accepté également, d'autant plus que les chansons, les danses, les maîtres traditionnels font partie du patrimoine. C'est ce qui fait réellement la particularité. Donc, en un mot, nous serons avec les conférences, avec également l'appui et l'apport d'Adécan, nous serons avec ce que je peux dire la classe patrimoniale qui fera connaître notre histoire commune à nous. Merci, Atafoli. Atafoli, quelle expression, quel titre tu occupes au niveau de l'organisation? Parce qu'on t'appelle Atafoli, donc tu nous parles de la foire tout le temps, mais c'est quand même, il faut qu'on sache que c'est toi le chargé de communication, qu'on sache que c'est toi le porte-parole, c'est toi le chargé à la communication, le vice-président, etc. Ah oui? Oui, je me réjouis simplement de le dire ainsi, je fais partie de l'organisation. Modestement et humblement, je fais partie de l'organisation. Merci beaucoup. Donc, oui, si vous voulez bien, je peux reprendre le numéro de téléphone sur lequel on peut nous contacter. Oui. C'est le 288 90 228 plutôt, le 228 00228 90 37 04 73 00228 90 37 04 73. Merci Atafoli, un des organisateurs de la foire Sitou, foire Expo, la foire du patrimoine, première édition à Nero, qui court du 26 août prochain à partir de lundi au 8 septembre, 15 jours pour vous permettre d'exposer vos savoir-faire, vos productions. Alors, je crois que si vous êtes cordonnier, tisserand, etc., vous êtes modéliste, même les gens oublient que les couturiers, les coiffeuses peuvent venir prendre des stands, démontrer leur savoir-faire sur place et coiffer les gens, pourquoi pas tout de suite là-bas, et coudre également de jolis boubous, etc., n'est-ce pas? Oui, si tu le permets, tu m'as pas laissé l'opportunité, mais j'en profite. Oui, nous avons au programme une soirée qui s'intitule Sitou Fashion Show. Ah, d'accord. Ah oui, nos mamans ou bien nos frères, nos sœurs de Saint-Ato, Session Lac, et de Sinocafto, Session Lac, ont accepté faire le défilé de mode. Ah, bien sûr. Ça va pas. Merci beaucoup. Faire le défilé de mode qui va refaire surface, qui va redonner encore la valeur à nos anciennes tenues de nos mamans, de nos grands-parents, de nos grands et de nos grands frères. Donc, nous refaisons vivre, nous refaisons surface tout ce qui fait appel au patrimoine,
à sa conservation et à la pérennisation. Parce qu'il y a certaines tenues aujourd'hui dont nous les enfants, en particulier moi je peux le dire, je n'ai pas connaissance. Et lorsque nous avions eu à causer, à discuter avec les responsables de Saint-Acto, de Sinokafto, vous serez étonnés parce qu'ils sont heureux qu'une telle initiative puisse prendre corps, mais puisse germer, mais puisse se produire à Ného pour leur permettre d'avoir une visibilité afin de revoir la tradition et la modernité pour voir les perspectives de l'avenir dans la mode également et dans la manière de faire le défrisage, les tresses, ainsi de suite. Puisque ce ne sont que les anciennes tresses, les tresses de nos moments qui feront surface le jour-là pour la bonne humeur de tout. À ta folie. Merci beaucoup d'être passé, nous parler de la foire Cito, foire Expo, la foire du patrimoine à Anéro. Élection municipale partielle du 15 août dernier. Unir rafle 52 sièges sur 63. Résultat provisoire de la CENI publié hier seulement. La CENI se dit heureuse d'avoir accompli sa mission. Et puis le Front citoyen Togo Debout, en collaboration avec les universités sociales, ont essayé de superviser cette élection-là. Je vous propose d'écouter le professeur Dossé David qui a donné son point de vue sur cette supervision des élections. Des citoyens déterminés, engagés sur la base du volontariat qui se sont déployés sur le terrain et qui ont observé plusieurs éléments du processus. D'abord le recensement, c'était très mal fait. Il y a eu des dysfonctionnements liés à l'utilisation des kits qui ont servi à l'enrôlement des électeurs. Nous avons également montré que les médias publics ont eu un traitement totalement inégal de la couverture de la campagne électorale, avec un gros penchant en faveur du parti au pouvoir, ce qui est totalement inadmissible si on se réclame d'une démocratie. Le dernier élément, bien sûr, c'était le jour du vote, et cela nous a permis de démontrer qu'il y a encore des dysfonctionnements qui sont inacceptables, des procès-verbaux qui ne sont pas adaptés. Il y a encore des cas de fraude avérés dans notre pays, bien sûr, on s'y attendait, mais cela a encore été démontré avec des bourrages d'urnes, avec des bulletins uniques prévotés, et des personnes ont été prises en flagrant délit, mises à la disposition des forces de l'ordre, mais nous avons l'impression que l'impunité, une fois encore, a prévalu. Ce sont autant de constats sur lesquels nous invitons l'ensemble des acteurs à voir ensemble comment est-ce qu'il va falloir se prémunir pour que 2020 se passe autrement. Pour voir comment 2020 se passe autrement, il y a eu des cas de fraude avérés, on s'y attendait. Voilà des déclarations très poignantes de David Dossé, le premier porte-parole du mouvement Front citoyen Togo Debout. Justin Nani, 1 minute, réaction. Non, voilà les élections, 42 sur 63. Une rafle plus de 900 sièges sur les 1500. Je l'avais dit que c'était la comédie qui se jouait sous les tropiques. Cette histoire des élections au Togo, on sait comment ça se passe, comment ça a été organisé. Vous venez d'écouter le professeur David Dossé, il a encore martelé tout à l'heure. La fraude est constatée un peu partout. Le rôle sombre joué par la Cour suprême, la saisine de cette Cour à travers les comptes à qui il est revenu de trancher les contentieux. Il l'a pas fait en son temps. Moi, tout ce qui se joue là, je dis que c'est la comédie qui s'est jouée sous les tropiques. On vient de tourner la page. C'est une manière également pour le régime de faire croire à l'opinion internationale que tout ce qui se passe, les mécontentements, ce qu'on observe à l'interne, en réalité ne sont pas une, et qu'aujourd'hui, ils ont la Cour des franches, ils ont mis la même issue tout ce qui se passe, comme le chef de l'État a le dit sur une chaîne au plan international, que les agitations qu'on a connues de par le passé, c'est derrière nous. Mais quand vous interrogez aujourd'hui, les gens, vous allez constater que les gens sont fatigués de ce régime. Et c'est là où moi ça me pose la question de savoir, comment est-ce que les gens sont fatigués de ce régime? S'il te plaît, on a eu à organiser les élections municipales. Une bonne partie a déjà voté. Alors, l'autre partie était bien avisée de savoir si véritablement cette partie est fatiguée du régime. Mais force est de constater que le régime a été encore publicité. 42 sièges sur 63, ça veut dire que les gens ne sont pas fatigués du régime. Attention, c'est le paradoxe. Parce que lorsqu'on soutient un certain nombre d'arguments, et sur ce temps-là, ça donne l'impression comme si les Togolais sont des idiots. Comment est-ce que vous pouvez imaginer que vous êtes martyrisé par un système politique, un régime qui est là plus de 50 ans, et dont rien ne ressemble à la démocratie, on l'a fait observer tout à l'heure dans ce débat, et que lorsqu'il y a juste électoral, à chaque fois, vous qui êtes martyrisé, vous qui êtes affamé, vous qui n'avez pas les moyens de scolariser vos enfants, de se soigner lorsque vous êtes malade, vous n'avez même pas de route, tout et tout,
ben, vous allez voter encore pour le même système. Quelque part, ça donne une autre connotation, une autre idée par rapport à ce que l'on observe. Et c'est là, moi, ça me renforce dans mes analyses, dans ma conviction que le système politique auquel nous sommes confrontés au Togo met tout en œuvre lorsqu'il y a une justice électorale, passe par tous les moyens pour fonder les élections, pour faire croire à l'opinion internationale que le peuple togolais le soutient toujours. Oublions qu'au-delà de 38 ans que Feu Nyadima a passé à la tête du Togo, son fils est arrivé au pays dans des conditions rocambolesques et a mis le Togo aujourd'hui dans un état de délabrement total. Au plan financier, le constat est là. Et il y a autant d'éléments qu'on peut évoquer jusqu'à la fin de cette émission et peut-être qu'on peut avoir encore le temps d'aller au-delà. Donc, parler des élections aujourd'hui, le professeur l'a dit, on a constaté la charge de conscience. Boura Dune, on a arrêté des gens à qui on a remis à la gendarmerie, à la police judiciaire, qui en réalité doivent être déférés devant le parquet et être jugés. Mais malheureusement, ces gens-là sont libérés après. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le même régime qui cautionne la fraude électorale, qui cautionne la corruption et qui au même moment s'agite comme quoi mais on se lance dans la campagne pour lutter contre tous ces mots-là que je venais de citer. Donc c'est pour dire que ce qui se passe au Togo, c'est une aberration. On met tout en œuvre pour l'an 2020. Mais moi je dis que l'an 2020 c'est pas demain. On peut estimer que c'est après-demain. Mais ce qui va encore se passer en 2020, personne ne le sait, personne n'est pas en mesure de le dire avec exactitude aujourd'hui. Lorsqu'on est en face d'un peuple qui est fatigué d'une gouvernance vraiment qu'on observe là, qui ne ressemble à rien aujourd'hui dans la sous-région ouest-africaine. Voilà, malgré les partiels, malgré le travail fait également, il faut reconnaître que dans Zio 4, bien le régime UNIR a gagné. Quand vous prenez dans AV également, c'est curieux, le régime a gagné. Quand vous prenez dans OTI Sud, le régime a gagné, mais ce qu'il faut féliciter également, c'est que le CAR et la C14 également ont gagné des sièges. Dans OTI4, comme tu le dis, ça veut dire quand même qu'il y a l'opposition partout et il y a le régime, le pouvoir en place partout. Pour ne pas monopoliser la parole, pour devoir de mémoire pour ceux qui nous écoutent, le type 4 dont vous parlez, c'est la zone où, depuis toujours, l'opposition a rapporté les élections. On n'a pas le temps, je vais vous citer les années, les élections, comme on appelle législatives. Quand vous prenez le Zio, notamment Gapé, ces zones-là, c'est le fief de l'opposition. Quand vous prenez Ave, où Abia, Nicodème Abia a été élu, c'est le fief de l'opposition. Même dans les années 94, où Edem Kodjo de son UTD et Car ont pris part aux législatives, ces trois zones-là que vous venez de citer. Les zones ne sont plus acquises, voilà, parce que les choses se métamorphosent. C'est là qu'il faut se poser la question, comment est-ce que spontanément les gens sont devenus des idiots? Non, ce ne sont pas des idiots, ce sont des gens qui ont voté. N'oublions pas que les gens n'ont pas de carte d'électeur non plus. Il y a certains qui n'en ont pas. Allez, merci beaucoup. Alors, Edmond, je fais le tour comme ça. Edmond Maoubé, aujourd'hui, le régime a gagné les élections locales et a des conseillers partout, va diriger la majorité des communes du Togo. Et au même moment, le régime a sorti à travers l'Assemblée nationale une loi qui restreint un peu la liberté de manifester ou de manifestation. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, le Togo recule en matière démocratique? Effectivement, le Togo recule en matière démocratique parce que il y a beaucoup de choses qui se sont passées depuis 2017, je crois, et avec les manifestations, les élections législatives de 2018 et les élections communales, dont on parle de l'élection locale de 2019, je crois que le Togo a reculé. Parce que d'abord, quand vous prenez ces élections, d'abord le 20 décembre 2018, où l'opposition n'a pas participé, et il y a beaucoup de boycotts, la population n'a pas voté, et je crois que les députés qui sont élus sont majoritairement ceux du pouvoir. Maintenant, quand vous prenez les élections locales, telles que ces élections sont organisées, d'abord, l'opposition n'a pas participé à l'organisation de cette élection. Ça, déjà, a été un recul. Parce que c'est la première élection locale sur la terre de nos aïeux. L'opposition n'a pas participé à cette organisation. Et dans la CENI, dans les CELI, dans les bureaux de vote, ce sont les éléments du pouvoir qui étaient présents. Et maintenant, quant à ce qui concerne le recensement, le professeur a parlé du recensement.
le recensement qu'on a fait de 3 jours, je crois que ça n'a pas permis à la population de s'inscrire, c'est-à-dire la majorité de s'inscrire pour aller voter à leur préféré. Maintenant, la couverture médiatique dont il a parlé, effectivement, il n'y a pas eu de l'information, parce que ceux qui sont souvent, même dans les campagnes, tout ça là, ne savaient même pas qu'il y avait... C'est vrai que les observateurs de la politique togolaise ont estimé qu'il n'y a pas eu assez de sensibilisation de campagne sur les élections locales, ce qui n'est jamais arrivé depuis plus de 30 ans. Même quand vous allez dans les milieux, les gens disent mais qu'est-ce qu'on appelle élection locale? Ils ne savent pas ce que ça veut dire. Les gens croyaient que c'est de l'élection présidentielle, élection législative. Donc ils disent sont fatigués des élections, tout ça là. Vous savez que lorsque on organise des élections et que les résultats aussi ne sont pas des résultats, ça décourage la population et c'est dangereux. Mais pourquoi vous dites que ce ne sont pas de bons résultats? Puisque le régime dit à travers la CENI que c'est les résultats issus des urnes qui sont publiés. Mais la population n'est pas contente. Si la population n'est pas contente des résultats, n'est pas satisfaite des résultats, ça veut dire qu'à quelque part, il y a problème. Où est le problème? Oui, à quelque part, il y a problème. On sait quand même, quand même que dans Bassar, au cours des élections législatives dernières en 2018, eh bien, le net a gagné. Dans Bassar, ils ont eu un député. Mais par quelle alchimie l'ancien président de l'Assemblée nationale, Abbas Bonfo, a dit non, que si vous voulez donner à quelqu'un, dites-le nous, parce que c'est nous qui avons voté à la maison. Voilà. Oui. Et tout à l'heure, Justin Anani disait que la population n'est pas bête. Effectivement, la population n'est pas bête. Vous allez chez même des parents qui n'ont jamais mis pied à l'école, mais s'ils vous donnent certaines informations, s'ils analysent, vous serez étonné. C'est pas parce qu'on n'a pas été à l'école qu'on n'est pas en mesure de faire le raisonnement. Tout à fait. Donc, vous serez étonné et ça veut dire que la population n'est pas bête et que cette élection que le pouvoir a gagnée, le pouvoir l'a préparée, avec beaucoup sa manière. D'abord ces élections, ça veut dire que l'opposition est encore en retard. Oui, tout à fait. C'est que l'opposition voulait toujours être honnête, suivre la voie normale, honnête, pour gagner, mais le pouvoir utilise toujours ses moyens, les moyens pour gagner. Et ces moyens, c'est quoi? C'est utiliser d'abord, faire enrichir les riches davantage et appauvrir les pauvres. Et comment ça se fait? Mais c'est les mêmes pauvres qui votent, non? Donc ça veut dire que les pauvres ne savent pas voter. Je vais vous faire cette analyse. Il faut citer, enfin. Voilà. Minute. Oui. Et lorsque il y a élection, on fait descendre les riches, les plus nantis, qui viennent et on appauvrit une population. Maintenant, ils viennent, ils disent votez pour moi. Je vais vous faire ceci, je vais faire cela, et vous serez dans le besoin. Et distribue les t-shirts, l'eau. Bon, je crois, laissez la paix des t-shirts. Mais ils donnent de l'argent, ils font des promesses, même ce qu'ils devaient faire depuis, c'est dans l'immédiat, on le fait. Ça fait que la population, parfois, certains tombent dans le jeu et on vote. Mais tu sais, la politique... dans ce cas, ce n'est pas une victoire normale. Il y a assez de conscience. Victoire, c'est victoire. Non. C'est ce qu'on appelle assez de conscience. Le code électoral punit ça. C'est ce qu'on appelle assez de conscience. Et pour cette élection, voilà, c'est là où il y a problème. Et pour cette élection, c'est ça qui s'est passé. Il y a assez de conscience. On a truqué par d'abord le recensement des gens qui devaient voter. Pour l'opposition, ils ne sont pas inscrits. On a compris. Et le jour de vote aussi. Et le procès-verbaux, d'abord, ce qui s'est passé même dans le bureau de vote, où on a bourré des urnes, certains ont voté plusieurs fois. C'est ça. Donc, c'est tout ceci qui a concouru à ce que le pouvoir dit qu'il a gagné. Avant de tirer le micro à Denis Gossou, qui crépite là-bas, on va demander à Yves Kesson de nous secourir encore en état de siège. On ne dit pas son nom en réalité, mais depuis le week-end dernier, il y a plus de gaz lacrymogènes. On empêche systématiquement les membres du PNP à tenir leur réunion. Vous saviez, Tony, moi, des fois, je ne veux pas me prononcer, je me dirais de quoi je m'amène, mais je suis un citoyen togolais, je dois parler. Des fois, je me dis, est-ce que les politiciens togolais jouent aux anges ou aux démons? Je me demande cela et je peux soutenir cela en conséquence. C'est-à-dire que quoi? C'est dans l'opposition que les gens se mangent. Et c'est ce qui est grave. C'est dans cette opposition que les gens se disent, ce que l'autre est en train de faire, ce n'est pas bon. Après, qu'est-ce qui se passe? Je me dis ceci. Si aujourd'hui,
entre l'ANC, entre les autres partis politiques comme C14 et autres là, peut-être on a choisi le cas et peut-être d'autres partis politiques au détriment de ces partis, parce que les votes, nous avons eu des votes par des amis qui sont là-bas, qui nous ont donné certains procès. Et ces procès relatent certaines choses. Et que nous voyons certaines choses sur le terrain. Peut-être c'est nos confrères qui nous mentaient, on ne sait pas. C'est pourquoi je me dis, est-ce que nous jouons aux anges ou aux démons? Et c'est nos confrères journalistes qui soutiennent certaines choses. Et c'est nos confrères aussi qui disent que ce qui se passe là-bas, c'est vrai, mais nous ne sommes pas là-bas. Est-ce que nous jouons aux anges ou aux démons dans ce pays? Voilà, merci beaucoup. Alors, dans la foulée, dans un naufrage collectif, le sauvetage individuel est illusoire. Nous libérer ensemble, opérer ensemble, sont les propos de Tikpi Atchada. Qu'est-ce qu'il veut dire à travers cette affirmation, Denis Gossou? Je crois que Tikpi Atchada est resté à lui-même. Il est toujours combattant, malgré tout ce qui arrive à lui, aux sympathisants de son parti. Il reste égal à lui-même. Mais quand il dit que ou soit dans un naufrage collectif, le sauvetage individuel est illusoire. Voilà, on se demande pourquoi alors il fut le premier à quitter la barque. Si ce sont des paradoxes togolais. C'est pourquoi même ma question, je ne l'avais pas terminée. Comment aller à la lutte ensemble si c'est le premier à quitter la CECAFI? Voilà, et quoi qu'on dise, à quel jeu joue Tikpi? Quoi qu'on dise aujourd'hui, il y a quand même un leadership, une lutte pour le leadership. Souvent, c'est ce que font malheureusement nos leaders politiques. Au lieu de se concentrer sur l'essentiel, il faut pas assez de concessions entre eux-mêmes. Il n'y a pas de consensus. Et donc, tout le monde se dit que voilà, comme le dit, tu veux profiter ils se mangent entre eux. Voilà, c'est vraiment le terme. Ils se mangent entre eux. Donc, au lieu qu'ils se sacrifient un peu, chacun, est victime de son ego, vous voyez. Tikpi Atchada se dit que oui, c'est grâce à moi, il y a eu un 19 août au Togo, et donc vous étiez déjà fatigué quand moi je suis arrivé, vous avez vu ce que j'ai vu, et donc vous n'avez pas le droit de me dire ceci, ou je ne vais pas me plier pour vous. Vos exigences. Voilà, vos exigences. Ce qui fait que aujourd'hui, et quand on voit de l'autre côté un certain Jean-Pierre qui dit que voilà, nous étions là depuis, nous avons marché pendant des années, nous avons acquis quand même un certain nombre de, je ne sais pas, d'atouts de démocratie. Et quand vous combinez toutes ces choses-là, vous voyez que le vivre ensemble, bien que ce soit l'idéal, est encore très loin. Très loin de nous. Merci beaucoup. On fait du surplace au Togo en tout le monde sait que c'est le vivre ensemble qui rien ne bouge aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, la population est cadenassée de partout. On ne peut plus manifester comme on veut, alors qu'avant c'était bien. Voilà. On va écouter Tikpi Atchada, juste un extrait. Avec l'alternance dans notre pays, sous couvert de cette politique de protection de l'environnement, la disparition de Fozo était programmée par avance. Nous invitons ici à la barre de Démenti le village de Kloale dans la région centrale qui a eu l'expérience lugubre d'une ronde des populations autour du feu à une distance imposée par des bourreaux bien avisés des règles de torture. C'est en vain que la ville de Niamtougou cherchera à nous rapporter les retombées positives de l'aéroport de la dite ville pour la population locale. Elle n'a sûrement pas oublié ces réceptions pour lesquelles les paysans étaient tous obligés d'abandonner leurs champs pour aller danser et acclamer les invités du président. Que dire des élèves régulièrement réquisitionnés pour aller applaudir le président et ses invités? Même les officiers bien formés dans des hautes écoles, sur le dos du contribuable, s'ennuyaient sur cette base appelée abusivement base chasse de Niamtougou. Ils peuvent en témoigner. La ville de Dapang, abandonnée aux organisations non gouvernementales, n'a pu connaître un développement véritable. Pourtant, les habitants sont connus pour être des femmes et des hommes laborieux. Nous continuons à nous interroger sur le vrai bénéficiaire du recrutement massif de jeunes à Kara pour l'armée togolaise. L'armée togolaise, un travail pour les travailleurs ou un travail pour le président? La question mérite d'être posée.
du salaire, des conditions de vie et de travail, faites de privation de vie privée et de loisirs, nous sommes tentés d'affirmer que le vrai bénéficiaire de ces recrutements des bras valides et des cerveaux à Kara, c'est le président. Vous n'avez qu'à vous pencher sur la vie d'un militaire en service et à la retraite. Que laisse un militaire après sa mort? La vraie tristesse du sort d'un militaire, c'est quand celui-ci décède en étant en service. Ces jeunes volontaires s'engagent pour leur pays, mais ils sont mis au service d'une personne, le président. Et celui-ci de leur répéter sans cesse: je vous ai trouvé du travail. Sans moi, vous n'aurez jamais trouvé du travail dans ce pays. Si seulement les forces de défense et les forces de sécurité togolaises savaient à quoi correspondraient leurs conditions de vie et de travail dans un Togo démocratique après l'alternance, elles seraient en avant-garde. Elles prendraient la tête de la lutte contre le 4e mandat de Faure en 2020. Elles exigeraient même son départ immédiat. Qu'est devenue la ville d'Améro, première capitale de notre pays abandonnée et menacée de disparition par l'océan Atlantique? Que dire de la ville de Balimé, un berceau abandonné par un enfant ingrat du RPT UNIR? Dans les villes comme Mango, Bassar, Sokodé et Atakwame, les bâtiments publics se résument aux bâtiments coloniaux. Ces villes, comme tant d'autres, qu'il serait trop fastidieux de citer ici, n'oseraient pas se présenter à la barre de démenti. Pendant longtemps, les Togolais ont pris Pia pour Yamoussoukro. Il est vrai que vous avez une copie conforme de Bagdolité à Kara, mais Pia n'est pas Yamoussoukro. La révolte de chacun de nous est parfois à la hauteur de sa connaissance du pays. Quant à la ville de Lomé, celle-ci doit son développement au port autonome en eau profonde et au grand marché, la Daoulato. Mais où vont les recettes du port autonome de Lomé? Qu'est devenu aujourd'hui le marché des célèbres nanabèges de Lomé? Toutes les localités parcourues dans le cadre du retour triomphal sont aujourd'hui des localités sinistrées sur tous les plans. À l'époque, le peuple, dans son écrasante majorité, ne pouvait pas comprendre que le triomphe était un triomphe individuel, puisque la CTMB, nationalisée, était plutôt privatisée entre les mains d'un seul homme et sa famille, le miraculé de Sarakawa. Chaque ville du pays a son ou ses bourreaux bien identifiés. Morts ou encore vivants, ces bourreaux du régime sont bien connus des populations. Ils ne sont pas inquiétés. Pire, ils sont récompensés et décorés, ce qui renforce leur arrogance. Les syndicats, quels qu'ils soient, baignent dans une illusion totale s'ils croient, par des mouvements sporadiques, isolés ou cloisonnés, sauver leurs professions respectives. Voilà, donc il appelle toujours à l'union, les syndicats doivent travailler ensemble dans une confédération nationale peut-être. Il a parlé de ces villes abandonnées, à Nero également. Aujourd'hui on parle du projet Waka qui est un projet dont on attend également la réalisation. La mer continue d'avancer à grands pas. Maintenant, tout ce que moi la question que moi je me pose, il a de beaux discours, il agence les beaux mots. C'est vrai, c'est un bon et il est éloquent. Maintenant, c'est les faits que moi je reproche à Tikpi Atadam. Je ne sais pas si vous partagez mon avis. Moi, je ne pose que les questions. Pourquoi il a de types belles idées et le premier a sorti de la C14? Si la C14 ne lui conviendrait pas, est-ce qu'il ne devait pas apporter des idées ou faire une conférence de presse pour dire voilà ce que nous voulons, mais ça ne se passe pas comme ça. Qu'est-ce que nous devons faire, peuple togolais? Bon, sur la base de ce questionnement, et je me méfie, ou je me méfierai de répondre, parce que on risque de ne pas bien agencer les mots, ou de ne pas bien analyser, vous allez tomber dans le jeu du pouvoir. Parce que la plupart du temps, les gens ont été manipulés comme quoi le problème c'est Tikpi. Quoi qu'on dise aujourd'hui, Tikpi, Atchadam, Jean-Pierre Fabre, c'est pas Ajamagbo, à Pévon et les autres ne constituent en rien le problème des Togolais. Le constat qui est là, qu'on a dressé, que ce qui a dressé, chacun l'a écouté peut-être en extrait tout à l'heure, moi j'ai eu à l'écouter dans son intégralité, c'est qu'il y a un clan qui régente la vie du Togo pendant des décennies
et qui a mis le Togo dans un état de délabrement. Ça, c'est un constat. Ça, c'est clair. Voilà. Tout à l'heure, on a reconnu tous autour de la table que le Togo régresse. Sur le plan démocratique, mais sur le plan économique également. Il y a des gens qui ne reconnaissent pas. Maintenant, par rapport à l'erreur, ou à l'erreur qu'on peut quand même constater, je l'ai dit dans un débat la fois dernière pour dire que là où ça n'a pas marché, c'est parce que au moment a commencé, puisque au début de son discours, il parlait de 19 août 2017. Il avait appelé, peut-être une minute, je vais discuter. Voilà. Il avait appelé M. Jean-Pierre Fabre, et qui Jean-Pierre Fabre, dans sa démarche, parce que chef de file de l'opposition à l'époque, dans sa démarche, déjà il y avait un CAP 2015, il y avait une autre organisation qui s'appelait la Canciel, dont Mme Adjamagbo était la coordinatrice. Les trois, à mon avis, à l'époque, suffisaient peut-être pour jouer la coordination. Ceux-là qui se sont bousculés pour rentrer dans la coalition des 14, il y a beaucoup qui n'ont pas joué franc jeu. Pour ne pas dire qu'ils étaient des taupes. À un moment donné, quand on est parti politique, les deux partis politiques, il y a ce qu'on appelle aussi l'aspiration de pouvoir gouverner. Tantôt, il y avait le parti de Agboyoume Kodjo qui revenait, tantôt le Net Iva qui revenait, Alliance de Coupéré qui est allé une fois revenir. Non, ça c'était au niveau du FRAC. Lorsqu'on a créé la coalition des 14, tout a commencé depuis là. C'est parce que malheureusement on n'a pas le temps, sinon je vais dresser l'histoire de cette histoire. Oui, mais malheureusement. De ce fait-là. Maintenant, ce qui se passe aujourd'hui. Même sous récemment, il y avait le Net qui a marché aux côtés de l'opposition. Oui, je le dis et je réitère ce que je dis. Parce que la réelle opposition pour ce pouvoir cinquantenaire-là aujourd'hui, ce n'est pas les 14 partis ou combien de nombre de partis là que vous voyez. La réelle opposition, c'est la masse. Le peuple là qui est meurtri, le peuple là qui cherche à vivre autrement, c'est ça la réelle opposition. Mais elle ne comprend pas. Maintenant, le leader qui est là, qui dit, qui estime que ceci. Maintenant, s'il arrive à comprendre le jeu, c'est où si la diaspora arrive, Togolais arrive à imposer leur suprématie. Pour dire en 2020, voilà le champ que nous vous traçons. C'est comme ça que ça va se passer. Je pense que jusque-là, le discours de M. Tikpi à Tchadam n'est pas sorti du jeu. N'est pas sorti dans la logique de l'alternance politique. Et qu'on voit également cette démarche. Il faut qu'on voit cette démarche qui est vers la solidarité. Pour le moment, on ne peut pas voir parce qu'il faut analyser les faits. D'accord. Donc il est bien que 2 minutes sont passées. Tikpi était le tout premier à sortir, mais il se joue également beaucoup de concertation. Peut-être que nous ne maîtrisons pas tout de suite. Mais je vous ai dit ici que 2020, on peut estimer que c'est pas demain. Mais peut-être c'est encore après demain et beaucoup de choses. Et c'est aussi maintenant. Hein. Voilà. Oui, parce que pour unir 2020, c'est maintenant. Oui, depuis 2015. Je n'en discute pas. Tout est possible. Lorsqu'on s'inscrit dans la logique de faire le quatrième pouvoir, tout est possible dans ce pays. Merci Justin pour tes éclaircissements. Je me demandais, 30 secondes, s'il te plaît. Je me demandais si l'opposition, c'est le démon du Togo ou bien c'est l'ange du Togo. C'est dans l'opposition que nous trouvons beaucoup de personnes qui sont très éloquents et qui disent beaucoup de choses que la masse veut. C'est la voix des sans-voix. Nous les apprécions. Jésus-Christ Olympio est devenu quoi pour les Togolais? Peut-être un démon ou bien il est l'ange des Togolais. Mais aujourd'hui, je ne sais pas. C'est les Togolais qui doivent répondre. Qui doivent juger. Voilà. Aujourd'hui, nous avons vu le 19 août, quelqu'un qui est sorti, Tikpi Atadam. Il est devenu quoi pour les Togolais, pour les politiciens eux-mêmes? Ils se disent que pourquoi tu avais quitté? Pourquoi tu n'étais pas resté pour nous soutenir dans cette affaire? Lorsque tu as quitté, tu as fait chavirer quoi et qui? Malheureusement, on n'a pas le temps. Qu'est-ce qui se passait? Qui est devenu actuellement pour certaines personnes? Qu'est-ce que Fabre est devenu? Mais les gens ont eu des informations, peut-être erronées, peut-être, comment dirais-je, vraies. Mais il est devenu quoi pour ces personnes qui ont consommé peut-être les intoxications et autres? Donc on se demande. Un jour, on va se demander dans ce pays. Alors, j'ai une question pour toi, Edmond, mais avant, on va donner le micro à Denis Gossou. Denis, alors aujourd'hui, quand on parle du Togo, on voit comment, vous l'avez tous reconnu, que le Togo regresse démocratiquement avec les lois liberticides, etc., avec une Assemblée nationale acquise au régime. Mais 2020 annonce une année d'élection pour 3 pays. La Guinée-Conakry, le Togo et la Côte d'Ivoire. Est-ce que nous serons en paix dans la sous-région en 2020? Notre souhait, c'est d'être en paix. Mais quand on voit tous ces pays, que ce soit chez Alpha Condé, et qui veut briguer un troisième mandat, Alassane Ouattara aussi, qui n'est pas du tout clair, qui souffle le chaud et le froid. Et le Togo, c'est quand même clair. Lui, on n'envisage pas un retrait plus tôt de l'homme le plus simple. Donc, le quatrième mandat, c'est envisagé par le Togolais. D'ailleurs, son ministre des Affaires étrangères, lui l'a soutenu dans ce sens. Et donc, il faudrait que la paix
vraiment dans la sous-région est menacée. Quand on sait les événements de la Côte d'Ivoire, quand on sait ce qui s'est passé même chez Alpha Condé, il y a eu des tueries, des marches le 28 septembre. Merci beaucoup, donc, le temps ne nous suffit pas, il est contre nous. Edmond Maoubé, la dernière question pour toi. Sanctions à l'encontre des arbitres pour corruption, parmi eux, et le Quatuor épinglé pour avoir dirigé un match à moitié entre Ange et Asco. On les accuse d'avoir été corrompus. Parmi eux, il y avait un policier que nous connaissons très bien à Néro, qui est un bon assistant. Il s'appelle Adam Biaou. Il est coupe de 8 ans donc de cessation ou de suspension d'activité footballistique. Et l'arbitre central était Aboza Panaké, que nous connaissons très bien ici. Il est venu ici à Néro, il nous a tellement maltraité. Il a maltraité Golsou sévèrement. Et c'est quelqu'un que moi j'ai gardé en image jusqu'à ce jour. Lui, il est coupe de 10 ans de suspension de toute activité au football. Bon, je crois que si aujourd'hui on arrive à sanctionner des gens, des arbitres, je crois que c'est une bonne chose. Mais je crois qu'il va falloir que cela se fait en profondeur, parce que il y a des responsables d'arbitres qui sont très corrompus. C'est eux qui font la désignation. Tout à fait, c'est eux qui font des désignations. Il y a des jeunes talentueux qu'on devait désigner, mais si vous ne faites pas des courbettes, des pourboires, on ne vous désignera jamais. Et c'est ce qui se passe dans l'arbitrage togolais, et ça a reculé l'arbitrage togolais. Aujourd'hui, vous n'allez plus voir des Togolais siffler les matchs CAF, des matchs FIFA tel que ça se faisait avec les Djaopé, les Madame Dabla et autres. Le Togo a beaucoup reculé. Voilà. Donc je crois que... Mais, bonne chose, les sanctions. C'est une bonne chose, il faut continuer. Malheureusement, on n'a plus le temps. Justin, s'il te plaît, 15 secondes, s'il te plaît. Non, ça dit que c'est pour dire que c'est un sujet sur lequel on va revenir. Si vous voulez. Et c'est une décision de la commission de discipline, parce que jusque-là, la commission d'éthique de la FTTF ne s'était pas encore prononcée. Mais je fais observer que le problème de la corruption dans le football togolais ne date pas d'aujourd'hui. On va y revenir. Voilà. Merci Justin Lani d'être venu depuis la capitale. Merci Ivar Kesson. Merci Edmond Maoubé. Oui. Merci Denis Gossou, toujours présent. Merci beaucoup. Merci à vous. On a profité de toi durant ces vacances. On espère en profiter davantage. Merci Mathias. Merci Comé Christophe, Norbert, Tony Marcel, on m'appelle. On se donne rendez-vous mercredi prochain. Rediffusion de cette émission à 22h. Au revoir. Mixtape Messiah. Le Cercle des journalistes, votre émission d'analyse des faits politiques, économiques, sportifs et bien sûr sur le plan culturel et environnemental chez nous à Anéro, au Togo, en Afrique et dans le monde. Le Cercle des journalistes, votre émission.